Bien, d'abord bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir à cette réunion publique ici à Donge qu'on a voulu ancrer sur le thème des services publics et le faire ici parce que cette commune est doublement concernée au moins, et même sans doute plus que ça parce qu'on l'est tous à plus d'un titre, mais à deux titres particuliers. Le premier évidemment c'est la bataille qui est toujours en cours contre la fermeture du bureau de poste avec une première manche qui a été gagnée l'an dernier en empêchant la fermeture, mais évidemment la Poste n'a pas renoncé à son intention et donc la question de la mobilisation, de la poursuite, de son amplification est toujours d'actualité. Et en termes d'actualité, il y a un deuxième sujet très brûlant qui est des fermetures de classes qui sont annoncées à l'échelle de l'ensemble du pays, 97 dans le département de Loire-Atlantique et 3 dans chacune des 3 écoles de Donge, y compris l'école de la Pommeraye qui est attenante à cette salle, mais également l'école Casanova et l'école Césaire. Et donc ces deux points d'entrée d'actualité très locale par lesquels je propose qu'on commence cette soirée avec d'abord Stéphane Blaise qui est chargé de clientèle à la Poste et secrétaire adjoint du syndicat Sud PTT qui a été notamment présent dans la mobilisation contre la fermeture du bureau. Frédéric Pogam qui est institutrice, maintenant on dit professeur des écoles, mais moi mes parents ils étaient instituteurs, donc je vais le dire comme ça. Et syndicaliste à la FSU sur la question plus spécifiquement de l'école publique. On poursuivra avec Sabine Lalande qui est à double titre avec nous, d'abord comme conseillère emploi à Pôle emploi, ça s'appelle désormais France Travail, mais c'était pas sous cette étiquette-là que tu y es entré. Et qui est salarié à la CGT et qui est par ailleurs conseillère régionale de la France Insoumise dans les Pays de la Loire et qui nous parlera notamment du service public de l'emploi qui est lui aussi menacé, notamment comme ça a été mentionné par la transformation en France Travail. Ensuite, je laisserai la parole à Simon Arambourou, qui est fonctionnaire, qui est membre du collectif Nos Services Publics, qui aura peut-être un mot de présentation de ce collectif, mais qui regroupe des agents des services publics qui ont décidé de se regrouper pour défendre leur métier, le sens de leur métier, par-delà leurs appartenances, qu'elles soient notamment syndicales, mais pour porter un discours sur les services publics dans une volonté d'alimenter en arguments, en réflexion, en études, la réalité de ce qu'est le service public, de ce qu'on voudrait qu'il soit et de ce qu'il pourrait être. Donc je laisserai la parole à ce sujet. Et puis évidemment, on pourra avoir un temps d'échange, de questions-réponses pour répondre au maximum à vos interrogations. Je propose qu'on commence sans plus tarder par Stéphane Blaise et donc la question de la Poste. Merci, bonjour à tous. Alors la Poste, oui, je suis postier chargé de clientèle, c'est-à-dire guichetier à Saint-Nazaire. Maintenant, je suis détaché syndical pour le syndicat Sud et pour 5 départements de la région s'élargit. Alors la Poste, d'abord, ce que c'est une société anonyme à capitaux publics, avec des missions de service public. La mission de service public, c'est le service postal universel, c'est-à-dire la distribution de votre courrier 6 jours sur 7. C'est le transport et la distribution de la presse. C'est une des deuxièmes missions des services publics. C'est l'accessibilité bancaire, les ouvertures de comptes. Il y a toute la clientèle fragile peut venir ouvrir un compte à la Poste. Et puis l'aménagement du territoire, le maillage du territoire et les bureaux de poste. Alors c'est ça qui nous intéresse sur Donge. Voilà. Alors il parlait de Donge. Alors les bureaux de poste, bien sûr, vous l'avez compris, on supprime des bureaux de poste à tour de bras. Je crois que là, les bureaux ont diminué on va dire que dans la région, il y avait en Loire-Atlantique à peu près, on va dire 150 bureaux, il y en a 70, 80, quoi. On diminue les bureaux et toutes les semaines, il y a des bureaux qui sont annoncés en fermeture. Là, le prochain bureau, la Chapelle des Marais, a été fermée il y a une quinzaine de jours, je crois, et c'est une agence postale communale. Le maire a fait le forcing pour garder son bureau de poste, mais au bout d'un moment, la Poste, c'est difficile de se battre contre une entreprise comme la Poste.
Alors le prochain bureau de poste, c'est Plessé. La Poste veut s'attaquer aussi à Saint-Nazaire, notamment à Saint-Nazaire Immaculé et Saint-Nazaire-Saint-Marc. Alors je ne sais pas quelles sont les discussions avec la mairie. Alors pour le bureau de Donge, le bureau de Donge est en sursis, oui, il l'a dit, Mathias, hein, c'est pas la première manche a été gagnée parce qu'il y a une mobilisation, parce que voilà, il y a eu un rassemblement, il y a eu des articles dans les journaux et les gens se sont battus pour garder le bureau de poste. Alors le bureau de poste, voilà, la Poste, elle organise ses fermetures de bureaux, vous l'avez bien compris, elle met du temps, mais elle arrive, elle diminue les horaires d'ouverture, elle ouvre un petit peu, elle ferme l'après-midi, elle fait des fermetures inopinées, c'est-à-dire des fois elle ferme 15 jours. Donc au bout d'un moment, la fréquentation baisse, les clients ils y vont moins forcément parce que les heures d'ouverture ont diminué. Et puis après, bon, elle enlève le conseiller financier, c'est ce qui est passé à Donge. Il y avait un conseiller financier qui ouvrait les comptes et tout ça, les gens pouvaient aller voir. Le conseiller financier, on le met à Montoire ou à Pontchâteau. Voilà. Elle essaye d'organiser cette fermeture. Et puis après, au bout d'un moment, bon, la Poste, elle arrive. Alors ils vont voir les maires. Hein. J'ai beaucoup de contacts avec les maires. Alors la Poste, elle arrive voir le maire. Elle prend rendez-vous au maire. Elle dit, monsieur le maire, ça va pas. Hein. J'ai vu, depuis 7 ans, vous avez perdu 37%, 50% de la fréquentation. On ne peut pas continuer comme ça. La Poste, c'est une entreprise. D'accord, on a des missions de service public, mais on ne peut pas continuer comme ça. Donc il y a une pression qui est mise sur les maires. Et c'est difficile de résister. Alors pour Adonge, le maire, bon, il n'est pas là, mais je pense que le maire avait cédé au début au discours de la Poste, hein, le discours de la Poste qui est très bien fait, ils ont l'habitude, hein, il y a tout un service, ils suppriment des guichetiers toutes les semaines et tous les mois, mais je peux vous dire qu'il y a un service qui sont 20 ou 30 qui s'occupent des fermetures de bureaux de poste, hein, et le service il est très actif avec des gens qui vont bien sûr voir les maires pour essayer de leur conseiller de fermer le bureau de poste, et puis de mettre les services dans un... Voilà, s'ils ne veulent pas une agence postale communale, de mettre le service dans un tabac, dans une supérette, comme c'était prévu à Donge. Que dire de la Poste? Bon, le service public à la Poste, c'est une charge. Hein, on a un président qui est un banquier, donc qui veut supprimer plein de bureaux de poste. Hein. Il veut arriver, on avait 9000 bureaux de poste, il veut arriver à 1500 bureaux de poste, donc vous voyez où il veut aller. Et puis le leurre, c'est-à-dire que pour la Poste, on ne parle plus de bureau de poste, mais on parle de point de contact. C'est-à-dire que quand la Poste supprime un bureau de poste, elle ne supprime pas un bureau de poste. Elle crée 2 points de contact, c'est-à-dire qu'elle met ça dans une supérette, et plus elle devait mettre ça à côté, à l'évidence, hein, pour ceux qui connaissent. Elle devait mettre les services de la Poste à vendre quelques timbres et tout ça. Bon, bien sûr, ça ne répond pas aux besoins de la population. Et moi qui va partout, je vois bien que surtout dans les campagnes, il y a des gens qui sont obligés maintenant qu'on a supprimé leur bureau de poste et que c'est une supérette ou un bureau de tabac, ils sont obligés de faire 30 km, 40 km aller-retour pour faire une opération sur leur compte, quoi. Et bien sûr, voilà, vous imaginez bien qu'il y a des gens fragiles, il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer comme ça. Et puis donc c'est un problème, et je pense que les bureaux de poste vont continuer à être supprimés. Donc j'espère qu'à Donge, je pense que la Poste, la mauvaise, hein, clairement, elle va remettre une couche, hein, et puis essayer de supprimer ce bureau de poste en mettant la pression sur le maire et en essayant de passer en force. Donc j'espère qu'il y aura encore des mobilisations pour défendre ce bureau de poste. Alors il faut dire que le service public à la Poste, il est attaqué de partout, hein. Il y a un nouveau, là je vais parler, parce qu'il y a une mission, c'est le courrier, c'est la distribution du courrier 6 jours sur 7. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans certains quartiers, il y a un nouveau projet de la Poste, c'est de distribuer 1 jour sur 2 simplement. C'est déjà fait, hein. C'est-à-dire que maintenant, c'est un projet qui s'appelle le NGC, Nouvelle Gamme de Courrier, hein. Ils ont des belles idées à la Poste. C'est-à-dire que le facteur, il n'y a plus le timbre rouge qui arrivait le lendemain, hein. Donc on devait donner le courrier, apporter le courrier le lendemain, mais non, ça n'existe plus. Donc le courrier, maintenant, l'idée de la Poste, c'est de supprimer un facteur sur 2, c'est-à-dire de supprimer des milliers d'emplois de facteurs avec ce système, c'est-à-dire que déjà, le courrier est bloqué au centre de tri. Il est bloqué, je prends l'exemple d'un quartier sur Donge, le courrier est bloqué au centre de tri, donc il sera distribué que tous les 2 jours, vous voyez. Donc ça permettra à terme, là, ils vont arriver à supprimer voilà, des milliers et des milliers de facteurs. Voilà la Poste et les services publics. Tout va bien à la Poste comme ailleurs, voilà. Pourtant, c'est financièrement, je veux dire,
c'est une entreprise qui reçoit de l'argent, pas mal d'argent, parce que pour ses missions de service public, elle touche quand même 520 millions, là. Et en plus, elle a au niveau des impôts fonciers, on lui évite de payer 95% des impôts fonciers, qui doit être normalement pour moderniser ses bureaux. Et avec ces impôts fonciers, forcément, elle se sert pour payer des intermédiaires, des supérettes et tout ça, qu'elle paye 400 € par mois, par exemple. Voilà. Voilà pour les bureaux de poste. Il y a beaucoup à dire sur la Poste. Alors voilà, j'ai dit comment elle organisait ses fermetures de bureaux. Après, il y a le travail. Le travail dans la Poste, ben, c'est une entreprise commerciale, quoi. Voilà. Le service public, on essaye de... Voilà, il y a une clientèle fragile qui était bien accueillie à la Poste avant et qui est une clientèle un petit peu pour loin pour la Poste. Donc on essaye voilà, malheureusement, il y a tout un côté de la Poste qu'on met de côté. On essaye bientôt de faire des grosses agences bancaires où voilà, la Poste, on nous dit, il y a des clients qui ont de l'argent, qui nous intéressent et tout, ils le disent clairement. Et voilà pour la Poste. Donc je ne sais pas quoi dire sur la Poste. S'il y aura des questions, je serai prêt à y répondre. Voilà, je vais passer la parole peut-être. Juste une question. Oui. C'est quoi la bataille à mener pour repousser la fermeture qui est toujours dans les... Il y a des exemples de batailles victorieuses. Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Oui, la bataille, c'est-à-dire la bataille de Donge pour le bureau de poste de Donge et les autres bureaux de poste. Ouais. Alors je pense que c'est des mobilisations. Les mobilisations, c'est des rassemblements. Il n'y a pas, voilà, parce que je pense que les élus aussi qui doivent se battre, il y a les journaux, il faut faire du buzz sur les fermetures. Parce que la Poste, ce qu'elle veut faire, c'est faire ça un peu dans la discrétion. C'est-à-dire que vous arrivez du jour au lendemain et vous voyez que le bureau de poste, il est supprimé. Au mois de décembre, on a supprimé par exemple le bureau de poste de Sainte-Marguerite. Du jour au lendemain, les gens ils sont arrivés le lundi, le bureau de poste était fermé. Donc il y a eu pourtant une mobilisation, mais c'est très difficile. Mais il faut continuer à se battre, il faut des rassemblements, il faut manifester, il faut essayer d'exister et puis de se faire voir et puis de montrer notre volonté de garder le bureau de poste et les autres services publics. Voilà. Merci Stéphane. Vous pouvez l'applaudir parce que si le bureau de poste est toujours ouvert, c'est en grande partie grâce à lui qui a déniché une erreur, une faute, une fraude de la direction de la Poste dans la notification de la fermeture qui a permis d'empêcher qu'elle ait lieu. Comme quoi, les usagers et les salariés des services publics sont de très bons défenseurs du service public et c'est souvent pour ça qu'ils sont critiqués par ceux qui veulent tant de mal à nos services publics. Un autre service public qui a été sous le feu des projecteurs très récemment et qui a eu à subir les provocations d'une ministre, c'est évidemment l'éducation nationale. Et je passe la parole à Frédéric Pogam de la FSU pour nous en parler. Bonsoir. Donc je me présente, donc Frédéric Pogam, je suis enseignante à l'école élémentaire à Léon Blum en REP+, à Saint-Nazaire. Je suis dans l'éducation nationale depuis bientôt 24 ans. J'ai enseigné de la maternelle jusqu'à la SECPA, donc à peu près tous les niveaux. J'ai été directrice d'école aussi pendant 8 ans du côté de Pinouette, des chantiers. Et j'ai enseigné 4 ans à l'école à Donge, à l'école Georges Sand à l'époque. On n'avait pas regroupé les écoles. Donc voilà. Je suis syndiquée à la FSU, membre du bureau départemental FSU SNUPP depuis cette année seulement, c'est récent. Je suis également membre d'une intersyndicale qu'on appelle Éduc en lutte et qui se bat sur Saint-Nazaire, sur le bassin nazérien. Donc une intersyndicale FSU, Sud, CGT. Et qui mène pas mal d'actions quand même. Alors, faire un inventaire de ce qui ne va pas dans l'éducation nationale, même si j'adore Prévert, je pense que ça serait un petit peu long. Je vais quand même essayer de vous parler de petites choses et peut-être d'essayer de montrer en quoi finalement ce qui se passe à l'éducation nationale, je crois que c'est un peu ce qui se passe dans tous les services publics justement et que ça se rejoint en fait. Alors je vais jouer les naïves. Alors depuis M. Blanquer, le gouvernement nous parle d'école de la confiance.
Et bien, pourquoi, donc je demande, je suis naïve, donc je me demande pourquoi dans le même temps, il a multiplié les injonctions comme on n'en a jamais connu, des instructions tous les 3 mois, des guides orange, voire même des guides rouges, dis donc, des guides rouges, des évaluations nationales bientôt tous les ans, des pressions, visites de classe, formation obligatoire. Pourquoi est-ce qu'il a renforcé, est-ce qu'ils ont renforcé le poids de la hiérarchie des inspecteurs, des directions d'école même. Plus ça va, plus les directions d'école, les directeurs d'école sont hiérarchiquement nos supérieurs. Pourquoi est-ce qu'il a réduit à une coquille vide aussi, je demande, le paritarisme syndicat-administration dans toutes les instances depuis la loi du Sceau? C'est-à-dire que plus ça va, dans les instances, les syndicats ont de moins en moins la parole, enfin sont de moins en moins présents. Donc moi je demande pourquoi, puisque c'était l'école de la confiance. Voilà. Alors je demande aussi pourquoi le gouvernement nous parle, et c'est une bonne chose, d'école inclusive. Mais alors pourquoi, du coup, a-t-il réduit de 50% les effectifs des RASED en 10 ans? Voilà. Pourquoi avoir supprimé tous les maîtres plus, les enseignants surnuméraires dans les écoles? Pourquoi avoir supprimé les postes d'enseignants spécialisés? Pourquoi avoir laissé la médecine scolaire péricliter? Littéralement, sait-on qu'il n'y a que 16% des élèves qui ont une visite médicale en primaire? 16% seulement. Il y a 10 médecins actuellement sur tout le département pour tous les élèves. Je ne sais pas combien ça fait, mais c'est de la maternelle jusqu'au lycée. 10 médecins seulement, qui sont débordés, qui nous ont dit, même hier, on a une médecin qui nous a dit, les maltraitants, c'est même plus la peine, je ne peux pas non plus. D'ailleurs, tout le monde peut constater maintenant qu'un enfant est maltraité, on n'a plus besoin du médecin scolaire pour ça, je ne peux plus, je ne peux pas. Donc bon, voilà. Sans parler du nombre dérisoire aussi d'enseignants allophones, donc les enseignants qui s'occupent des enfants qui viennent d'arriver en France, au regard des besoins. Moi, actuellement, donc j'ai un CE1, j'ai 2 enfants dans ma classe qui sont allophones. J'en ai un qui est arrivé il y a 2 mois, 3 mois. Eh bien, il a droit à 9 heures par semaine d'aide. Il en a 0. Aucune aide. Donc moi, je me débrouille. Il vient de Turquie. Donc je lui fais des fiches franco-turques, un emploi du temps en turc, en français. Et il progresse quand même. Ouais. Mais bon, ça me prend un temps fou. Voilà. Et en plus, dans cette classe, évidemment, j'ai des enfants allophones, mais j'ai aussi des enfants qui sont notifiés MDPH, donc qui sont handicapés. Voilà. J'ai des enfants qui sont dyslexiques. J'ai une petite dysphasique. J'ai des enfants je suis en CE1, qui ne savent pas lire, qui ne savaient pas lire, parce que ça y est. Voilà. Non, j'y tiens, j'y passe du temps, mais voilà. Donc voilà, donc je demande, voilà. Pourquoi ce discours? Les études PISA montrent que notre école est une des plus inégalitaires. Alors, pourquoi ce gouvernement envisage-t-il des groupes de niveau au collège, dont tous les chercheurs ont montré que ça creuse les écarts? On le sait, les groupes de niveau creusent les écarts. On va enseigner au niveau les plus bas les savoirs élémentaires, et puis on va les savoirs complexes à ceux qui sont scolarisés dans les niveaux supérieurs, et on va creuser les écarts. Et on va tout droit vers une école à 2, voire 3, voire vitesse, quoi. Comment voulez-vous que les enfants qui sont scolarisés pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, dans le bas niveau, puissent rattraper et puissent après avoir une orientation qui correspond à ce qu'ils ont envie? Enfin, une orientation, ça ne sera pas possible. On le sait bien. Donc, pourquoi est-ce qu'ils souhaitent aussi réduire les enseignements généraux en lycée professionnel? Pourquoi est-ce qu'il veut rendre obligatoire le brevet que certains élèves, et notamment les élèves de SECPA, moi j'y ai travaillé pendant 1 an, n'obtiendront jamais, on le sait. Et donc, ce sera impossible pour eux d'aller même en lycée professionnel. C'est terminé, puisqu'ils n'auront pas le brevet. Alors, on nous demande de nous recentrer sans cesse sur les savoirs fondamentaux, mais il faut savoir que la France, elle est championne des savoirs fondamentaux, qu'on utilise 38% du temps d'enseignement élémentaire aux Français, contre 25% pour la moyenne de l'OCDE. Donc on passe déjà beaucoup de temps à faire du français. Et en fait, on sait très bien que, parce qu'on compare les systèmes scolaires, on sait très bien que c'est l'inverse qu'il faut faire. Les pays qui se débrouillent le mieux,
C'est au contraire, c'est ceux qui proposent à leurs élèves d'apprendre de tout, des sciences, des arts, parce que tout est important. Tout est important pour forger la culture de l'enfant et pour lui permettre d'être autonome ensuite et d'être un citoyen émancipé. Alors, je demande aussi pourquoi, donc on nous avait dit il y aura une priorité au primaire. En 2017, on nous a dit c'est sûr, priorité au primaire. Donc nous on constate 1317 postes supprimés dans le premier degré public depuis 2017, 650 suppressions prévues pour cette année au lieu des 1709 prévues. Alors on va remercier M. Attal quand même, hein. Parce que grâce à M. Attal, donc il y avait 1709 suppressions, fermetures prévues, il n'y en aura que 650. Voilà. Mais alors, c'est dommage, elles sont reportées à l'année suivante. Eh oui, c'est bête. Hein. Eh oui. Elles sont reportées à 2025. Donc on va les retrouver l'année prochaine. Alors, dans notre département, la CSAD a eu lieu hier, en fait, la commission qui s'est réunie. Hein. Donc il y avait un groupe technique la semaine avant, mais c'était hier la CACD. Donc en fait, c'est 94 fermetures qui sont pour l'instant actées et 46 ouvertures. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que dans la moyenne, quand on compare avec l'OCDE, on est en moyenne d'enseignants par élève. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais c'est parce que, justement, pour inclure les élèves handicapés, il faut des enseignants en plus. En moyenne, on est à 17,9, donc presque 18 élèves par enseignant en France. Et il faut savoir que dans les pays de l'OCDE, donc dans les 33 pays de l'OCDE, c'est 14,6. Voilà, donc on est quand même bien au-dessus. Et dans l'UE, les 25 de l'UE, c'est 14,7. Voilà, hein, donc on est aussi avec 21,5 élèves par classe, donc on se situe aussi au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE, qui est de 20,7. On n'est pas très loin, mais on est quand même au-dessus. Et de celle de l'Union européenne aussi, qui est à 20,2. Alors, je demande pourquoi encore, hein, voilà. Et puis alors, on nous avait, pour faire face à la perte d'attractivité sans précédent de nos métiers, parce que là, il faut savoir que là, on a du mal à recruter, ça devient vraiment compliqué. Alors, le gouvernement nous a parlé de revalorisation salariale. Alors, moi, je demande pourquoi est-ce qu'il préfère accorder des primes au mérite et à la tâche. Donc, nous, c'est des pactes, hein, dans l'éducation nationale, c'est des briques de pactes, plutôt que d'augmenter tous les enseignants, alors que nous avons en 10 ans perdu 20% de notre salaire quand même, c'est pas rien, 20% en 10 ans, et que nous sommes toujours rémunérés 19% de moins en moyenne que nos collègues de l'OCDE après 15 ans d'ancienneté dans le primaire, et ça c'est les derniers chiffres du groupe ministériel qui travaille sur l'attractivité, qui les donne. Donc là, ils sont tout récents. Donc voilà. Nous, on veut du salaire et pas des primes, hein, parce que c'est un enjeu de société aussi, parce que c'est un enjeu du partage des richesses, parce que les salaires, c'est les cotisations sociales, et supprimer cette partie de notre salaire, c'est appauvrir les moyens pour la santé, pour les retraites. Donc voilà. Alors, on se demande aussi pourquoi recruter de plus en plus de précaires dans l'éducation nationale, parce que donc maintenant, comme on a du mal à recruter des enseignants, on recrute des enseignants sous contrat, même par Pôle emploi, alors France Travail, hein, donc voilà, reçoit des offres, voilà. Bon, il n'y a plus trop besoin d'être très qualifié, même ça va, hein, bon, ça va. Et puis alors moi je voudrais un petit peu parler des AESH quand même, hein, parce que voilà, on accueille dans l'éducation nationale de plus en plus les AESH, donc c'est des accompagnants aux élèves en situation de handicap. Ça représente, il faut le savoir maintenant, c'est un emploi sur 10 dans l'éducation nationale, c'est impressionnant. Voilà, c'est énorme, c'est énorme. Voilà, très majoritairement des femmes, hein, 97% des femmes. Leur nombre s'est accru considérablement avec la fermeture des places dans le spécialisé et la volonté d'inclusion, qui là pour le coup est une bonne chose. Mais bon, ce sont des temps partiels imposés de 24 heures, sans vraie formation, 60 heures de formation, quand ils les ont, et puis souvent c'est pas tout de suite, hein. Auprès d'enfants qui ont parfois des troubles importants du comportement. Et c'est un salaire de 900 € en début de carrière et de 1114 € net en fin de carrière. Puisque c'est en fait leur quotité de travail, c'est 62%. Hein. Donc voilà. Donc on est en dessous du SMIC, on est vraiment en dessous des seuils de pauvreté.
Voilà. Et c'est l'éducation nationale. On montre l'exemple. Et son statut. Et sans statut, ouais, tout à fait, sans statut. Sous contrat maintenant, contrat, ça y est, maintenant, hein, depuis peu, elles ont des contrats, voilà. Mais c'est toujours sans statut, effectivement. Ce que nous on réclame, évidemment. Mais alors tout ça, pour moi, donc il y a plein de choses là-dedans. Il y a du double langage, il y a des injonctions paradoxales, contradictoires, il y a un changement incessant, il y a une individualisation, on le voit par les primes, par tout ça. Et pour moi, tout ça, c'est 4 clés de voûte importantes de ce qu'on appelle le New Management Public, qui nous vient d'Angleterre. C'est né dans les pays anglo-saxons. Et ce qui est à l'œuvre pour moi dans l'éducation, c'est ce qui est à l'œuvre dans tous les services publics. Alors, personnellement, j'avais mon mari qui n'était pas à la Poste, mais qui était à France Télécom. Donc, Orange, il est en pré-retraite maintenant. Et donc, lui, il a connu les années très, très difficiles du management chez Orange. Donc, voilà. Le double langage, ce que ça fait que ça provoque le doute, ça paralyse, on ne peut pas combattre quand on est dans le double langage, c'est très difficile. Les injonctions contradictoires, le changement incessant, ça nous déstabilise, ça stresse, ça nous place dans l'incapacité de mener à bien notre travail, et ça provoque de la souffrance au travail, des démissions. C'est plus 50% en 5 ans de démissions, hein, c'est énorme en fait, c'est énorme. Et puis l'individualisation, ça détruit le collectif. Voilà, tout simplement. Et le collectif, c'est le seul en mesure, nous on en est convaincus, on est syndicalistes, de nous permettre de résister à ce New Management Public. Mais c'est très bien fait, justement. C'est très très bien fait, en fait. Voilà. Et c'est pas un hasard. Alors du coup, les écoles, elles souffrent. Et nous, en syndicalistes, on en est les premiers témoins. On reçoit toute la semaine ce qu'on appelle des fiches RSST, des fiches de registre de santé et de sécurité au travail, parce que les collègues écrivent pour dire « moi j'en peux plus, je vais craquer, c'est pas possible », voilà. Et c'est vraiment énorme, énorme. Hein. Alors, on a un recteur qui nous a dit que peut-être c'est exagéré quand même, parce que c'est énorme, vraiment, mais là vous devez exagérer un petit peu. Il doit y avoir des gens un peu fragiles quand même, hein, pour qu'il y en ait autant. Mais non, c'est qu'il y a vraiment une souffrance. Du coup, la FSU a lancé dans 102 départements récemment une alerte sociale et a ouvert une plateforme de recueil des souffrances des enseignants. Donc ça, c'est au sein de notre syndicat et en intersyndical aussi. Donc je vous ai dit qu'à Saint-Nazaire, on a une intersyndicale, Éduc en lutte. On a organisé récemment pas mal de réunions d'information syndicale, dans les collèges, d'heures d'information syndicale, et des stages aussi. Donc des stages. Donc moi, jeudi, j'organise un stage autour de l'école inclusive. Et le mois prochain, on a un stage justement New Management et résistance. Comment est-ce qu'on peut faire pour résister? Donc ça, c'est en mars. On explique à tous les collègues qu'il faut faire vivre les collectifs au sein des écoles aussi et des établissements, qu'il faut faire des motions en CM, en conseil d'école, en conseil des maîtres, en conseil d'administration. Qu'il faut s'allier avec les parents. On soutient les collectifs parce qu'il y a des collectifs qui se montent AED et AESH. Alors les AESH, c'est dans le primaire, secondaire, c'est pour le handicap. Les AED, ce sont les emplois d'aide dans les collèges et les lycées. C'est les personnels de vie scolaire, en fait, ce qu'on appelait autrefois les pions. Voilà. Donc il y a des collectifs qui se montent chez eux, donc on les soutient aussi. Et on est aux côtés des écoles qui se battent pour garder leur classe. On a fait une grève qui était très suivie quand même le 1er février. Et il y a une grève prévue, service public unitaire, le 19 mars, prévu. Et nous, pour l'école, on envisage carrément 19, 20, 21, 22. On voudrait une semaine d'action et de grève et d'action. On prévoit donc en mars. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que, juste encore quelques chiffres, après, voilà. Donc, la part des dépenses éducatives dans le PIB a été réduite quand même, baisse contrairement à ce qu'on pourrait penser. Peu, mais quand même. Hein. Elle était de 7,7% en 1996, elle est de 6,8% en 2022.
Donc on nous dit qu'on dépense trop et toujours plus, mais c'est faux. C'est faux. Les dépenses par élève dans le primaire sont 9% inférieures à la moyenne de l'OCDE. À côté de ça, le financement des écoles privées est en augmentation constante. Plus 6% encore l'an dernier aux écoles privées. 55% des dépenses dans le primaire sont couvertes maintenant par l'éducation nationale. Ces chiffres, tout ça, ces chiffres sont révélateurs. Le New Management public, c'est une méthode au service d'une politique libérale qui vise à réduire à tout prix les coûts du service public, à les marchandiser, à les privatiser. Academia a de beaux jours devant elle. Voilà. Et puis c'est de conforter une politique de classe aussi, clairement, en instituant dans l'éducation une école à 2, voire 3 vitesses, et à terme aussi pouvoir fournir aux entreprises une main-d'œuvre peu instruite, donc malléable à souhait. Donc voilà. Je crois que j'ai fait le tour, j'espère que ça. Voilà. Merci, et effectivement ça permet de tordre le cou notamment à une idée qui voudrait qu'en France les services publics coûteraient trop cher. Les chiffres qui ont été donnés sur le nombre d'enseignants par rapport au nombre d'élèves, sur le salaire des enseignants, sur la dépense globale pour l'enseignement, montrent que non, la France n'est pas le pays qui dépense le plus pour son école, certainement pas, qu'il y en a d'autres qui font mieux et qui mettent plus d'argent, et que le vrai choix, il est d'une société, il est notamment dans l'argent qu'elle est capable de consacrer à son école, et d'abord à son école publique, puisque vous avez tous suivi la polémique récente. La question n'est pas que, individuellement, une famille fasse tel ou tel choix. C'est bien que ce choix, qui est de plus en plus un choix de séparatisme scolaire, où de plus en plus on trouve dans le privé des enfants de familles de plus en plus riches et une ségrégation dans l'école publique, tout ça se fait avec de l'argent public. 73% des financements des écoles privées, c'est de l'argent public aujourd'hui. Quand on met bout à bout le salaire des enseignants, les subventions qui sont versées notamment par les collectivités locales, y compris dans cette région en particulier, on atteint ces sommes-là. Est-ce que c'est normal que l'argent public finance la concurrence faite au service public d'éducation? C'est une question, je ne vais pas y répondre là, mais je vous la pose comme ça pour prolonger la réflexion. Et je passe la parole à Sabine Lalande pour nous parler donc du service public de l'emploi. Et Sabine, à toi. Ok. Merci. Donc je vais prendre ma casquette conseillère emploi aujourd'hui. Et je vais vous parler du service public de l'emploi, mais plutôt sous un fil rouge qui est celui de la dématérialisation. Je vais vraiment faire un exemple concret avec le service public de l'emploi là-dessus. Je vais poser une ou deux bases au départ. Les acteurs du service public, quels qu'ils soient, sont soumis à 3 grands principes: la continuité de service, l'égalité dans le service et l'adaptabilité. Vous vous doutez bien que la dématérialisation, nous l'avons toujours sur le fait qu'on s'adapte au monde moderne. Comme ça qu'on nous la vend. Sauf qu'on oublie de nous dire que ça pose de gros soucis du point de vue de l'égalité face au service public, et que ça pose de gros soucis du point de vue de la continuité de nos services publics. Avant d'aller vraiment dans le concret, je vais vous donner la définition qu'on donne de la dématérialisation. La dématérialisation, c'est le mot employé aujourd'hui par l'administration et les institutions pour désigner le fait qu'il n'y a plus de guichet physique dans l'accès des services de l'État, mais que les administrés fassent leurs démarches en ligne eux-mêmes. Je reprends un petit peu le cas concret du service public de l'emploi, donc la NPE, puis Pôle emploi, puis France Travail. Alors je suis désolée si de temps en temps ma langue s'échappera et que je parlerai de Pôle emploi et pas de France Travail. Je ne suis pas encore complètement habituée. Je ne sais pas si j'arriverai à m'habituer, mais si, ça va venir. Ça a commencé en fait par quelque chose d'assez positif, la dématérialisation. C'est-à-dire qu'au départ, il y a eu l'informatisation des services publics de l'emploi, et c'était dans les années 80, 1980, donc ça monte, j'y étais pas encore, je vous le dis tout de suite.
Mais c'était plutôt positif parce que, moi je me souviens, les anciens, quand je suis arrivée à la NPE, à l'époque, ils me racontaient qu'il n'y avait pas les ordinateurs et que donc ils cherchaient les fiches des demandeurs d'emploi sur les petites roulettes. Et puis ils en piochaient un comme ça pour se dire « Ah, bah ça va correspondre à telle offre, etc. » Donc on se rend bien compte que là, l'arrivée de l'ordinateur et de l'informatique a été plutôt positif. On a pu un peu élargir les horizons des uns et des autres et pas forcément se cantonner à qu'est-ce qui se passe dans mon agence et puis aller voir un petit peu plus loin. Donc ça, bon, moi je ne suis pas forcément contre la modernisation. Pour le public, c'est arrivé vers 2010, la dématérialisation, avec l'arrivée, alors vous savez, il n'y avait plus les offres d'emploi, on ne refaisait plus la tapisserie tous les jours à la NPE. Les offres d'emploi sont parties du papier et puis sont arrivés les ordinateurs. Et il y avait des vrais conseillers, conseillères qui étaient là pour aider les personnes qui arrivaient pour regarder les offres. Bon, c'était pas plus mal, hein. On pouvait avoir quelqu'un de Donge qui cherchait à Angers, pourquoi pas, c'est une très jolie ville, Angers aussi. Et du coup, vous pouvez chercher sur l'ordinateur les offres d'emploi sur Angers via l'ordinateur. Bon, pourquoi pas. Donc moi, je trouve qu'au départ, c'était plutôt pas mal. On a continué en même temps à faire des entretiens par téléphone si besoin, ou des entretiens en visio si besoin. Mais le point commun était toujours que tout le monde était d'accord. C'est-à-dire que le demandeur d'emploi qui avait son entretien téléphonique ou en visio, il était d'accord pour le faire par téléphonique ou en visio, généralement. Il était plutôt à l'aise avec l'ordinateur. Et le conseiller ou la conseillère pour l'emploi qu'il faisait avait aussi dit qu'il était OK et qu'il était plutôt à l'aise avec l'ordinateur pour le faire. Bon. Tout le monde s'y retrouvait. Moi-même, j'ai accompagné des gens qui étaient... alors j'avais en suivi des personnes qui étaient créateurs d'entreprise et qui étaient plutôt très contents que je fasse un suivi en dématérialisé. Et puis j'avais aussi des personnes qui cherchaient à devenir intermittent du spectacle. Alors, ne me demandez pas pourquoi j'avais ces deux types de publics-là. C'était une logique qui me dépasse un petit peu, mais enfin, toujours est-il que j'avais des personnes qui pouvaient être intéressées par ça. Donc, pourquoi pas. Il y a un cap qui s'est franchi au moment de la crise Covid. Confinement, développement du télétravail d'une manière un peu obligatoire. Fin du confinement, la dématérialisation pour les uns, c'est-à-dire pour les privés d'emploi et précaires, et le télétravail pour les autres, c'est-à-dire les conseillers pour l'emploi puis France Travail, deviennent quasi obligatoires. Il n'y a plus de notion de est-ce que vous voulez ou est-ce que vous ne voulez pas. Des collègues à moi qui n'étaient pas très à l'aise, qui n'avaient pas envie, enfin qui préfèrent d'avoir les personnes en face à face, on leur a dit on va te former à la visio. D'accord, à faire des entretiens en dématérialisé. Évidemment, comme ils n'étaient pas très à l'aise, on a choisi de les former en visio, parce que c'est quand même vachement plus cool. De la même manière, quand un demandeur d'emploi nous dit qu'il n'est pas très à l'aise avec l'informatique, on lui dit vous allez suivre un atelier pour vous mettre à l'aise avec l'informatique, sur lequel il s'inscrit par Internet, bien sûr, parce qu'autrement, ce ne serait pas drôle. C'est tout le côté logique de la chose. Et donc, en fait, on a vu un glissement de quelque chose qui pouvait être positif, et qui pouvait être un plus, vers quelque chose qui était vraiment un moins. Déjà, on n'a pas calculé le danger lié à l'électronisme. Alors, l'électronisme, c'est de ne pas savoir utiliser un ordinateur ou de savoir trouver des choses sur Internet. Il y a 15% de Français qui sont électroniques en France. Ça se monte à 30% chez les demandeurs d'emploi. On double. Et plus les personnes sont éloignées de l'emploi, et plus le chiffre augmente. Auquel s'ajoute, en plus du fait de ne pas être à l'aise avec l'ordinateur, de ne pas forcément parler la langue française, voire et ou à chaque fois vous pouvez mettre, ne pas savoir lire ou écrire. Vous imaginez bien que la dématérialisation, pour ces gens-là, c'est juste délétère. On a un objectif de dématérialisation de 100% à France Travail à l'horizon 2025, et c'est en passe d'être atteint. Pourtant, quand on interroge les demandeurs d'emploi, 30% d'entre eux ne se sentent pas ou peu compétents pour effectuer une démarche en ligne, 22% ne disposent pas à leur domicile ni d'un ordinateur ni d'une tablette, 8% n'ont pas d'adresse email, 15% n'ont pas de connexion Internet à domicile. Je rappelle quand même que pour une personne au RSA,
posséder un smartphone, ça représente un quart de ses revenus. Effectivement, ce qui vient tout de suite, c'est le non-recours aux droits. Un usager sur 3 renonce à ses droits parce qu'il se retrouve face à l'ordinateur et qu'il ne sait pas comment se débrouiller. Et ce n'est pas la loi plein emploi et France Travail qui va arranger les choses. Je vous le dis tout de suite. On arrive à des choses où on va avoir les 15 heures d'activité, qui ne sont pas forcément du travail, mais en tout cas qui seront, les demandeurs d'emploi devront dire quelles sont les 15 heures d'activité qu'ils ont fait en termes de recherche d'emploi. Ça peut être écrire un CV, suivre un atelier, mais aussi faire du bénévolat. Et on leur demandera de remplir chaque semaine, par Internet, un tableau où ils disent quelles sont les 15 heures d'activité qu'ils ont fait cette semaine. Et à la fin du mois, un logiciel d'intelligence artificielle balayera les dossiers pour être sûr que les 15 heures d'activité ont bien été effectuées. Voilà. Et on fera, comme pour les contrats d'engagement jeunes, effectivement, si la première fois ça n'est pas atteint, on baisse un peu le revenu, après on rebaisse et au troisième avertissement, il n'y a plus rien. Alors je dis ça parce que le contrat d'engagement jeune, j'ai des collègues qui suivaient les jeunes et en fait on s'est rendu compte que même pour une population dont on aurait pu se croire que c'était plus facile pour eux d'atteindre, de remplir des choses par ordinateur, etc., on s'est aperçu que ce n'était pas déjà facile. Mes collègues, elles ont 70 jeunes à suivre. Donc elles arrivaient de temps en temps à leur remonter les bretelles en disant hey, tu me remplis vite fait un truc, tu mets que, il te manque 3 heures, vas-y, mets quelque chose. Mais elles n'ont que 70 à 100 jeunes à suivre. J'ai des collègues qui ont en moyenne 250 à 300 personnes à suivre, voire même j'ai 3 collègues qui ont chacune 1500 demandeurs d'emploi à suivre. On est bien clair qu'il n'y aura pas de suivi derrière. Deuxième chose qu'on m'a appris aujourd'hui, j'ai appris ça aujourd'hui, je vais vous le donner en exclusivité, les contrôles flash. Alors vous savez qu'il y a des contrôles de recherche d'emploi qui se font d'une manière aléatoire, il y a des conseillers qui sont dévolus à ça. Il faut croire qu'ils ne doivent pas faire assez le boulot parce que là on a dit qu'il allait y avoir une intelligence artificielle qui allait sélectionner au hasard des dossiers, balayer les mises en relation, enfin les offres répondues, les conclusions d'entretien, enfin bref, tout ce qui pouvait dire qu'il y avait une activité ou pas d'activité. Et c'est l'intelligence artificielle qui décidera si oui ou non la personne fait réellement des recherches d'emploi. C'est-à-dire qu'on supprime à ce niveau-là complètement les humains. Je vous en donne un troisième et dernier. On est en train de travailler sur l'accueil unifié, c'est-à-dire le fait que quel que soit c'est-à-dire le pôle emploi, je me rattrape, le bureau France Travail où vous irez, et vous aurez les mêmes réponses pour les mêmes cas. Ça veut dire que les réponses vont être préalablement déterminées. Voilà. Ça veut dire que vous aurez en fait un conseiller en chair et en os pour le moment qui vous dira des réponses qu'on lui demandera de dire. Et vous savez bien qu'à la fin, a priori, comme de toute façon les réponses elles sont déjà déterminées, on peut même mettre un hologramme à la place du conseiller, ce sera pareil. J'en arrive au deuxième danger de la dématérialisation, c'est la baisse du nombre de guichets. Actuellement, il y a 2 entretiens sur 3 à France Travail qui ont lieu en téléphone ou en visio. Vous imaginez bien que du coup, il y a moins besoin d'avoir de Pôle emploi, de bureau France Travail, je ne sais pas d'ailleurs comment on dit ça, d'agence France Travail, qu'il y a actuellement. La réponse des pouvoirs publics, c'est de nous dire, de toute façon, il y aura les maisons France Service. Les maisons France Service, elles sont censées pallier à l'absence de guichet. Alors déjà, on est loin de l'objectif qu'on nous avait dit qu'il y aurait une maison France Service à moins de 5 km de chaque usager. Ce n'est pas le cas. Et financièrement, elles sont sous-dotées, donc on est loin aussi d'un service conseil multicarte tel qu'il pouvait y avoir. Enfin, nous, on a une maison France Service à Ancenis, parce que c'est là où je suis. On a effectivement une pièce avec plusieurs ordinateurs et on a un service civique qui est là pour aider les gens à se connecter. Ce n'est pas lui qui va donner des conseils en matière de CAF, de CPAM,
de retraite, etc., etc. La dématérialisation, en fait, elle a changé complètement notre relation à l'usager. On n'est plus là pour les conseiller, on est là pour les former, en fait, pour qu'ils puissent apprendre à se débrouiller tout seuls. Alors, bien sûr que la dématérialisation, pour tout un chacun qui sait servir d'un ordinateur, qui se débrouille assez bien sur Internet, c'est super, hein, on peut rester chez soi, consulter les offres, on n'a pas besoin de... On est en pyjama, on peut y aller, on peut regarder, on peut envoyer un mail à minuit et avoir une réponse, etc. C'est plutôt pas mal. Mais on oublie qu'il y a une part non négligeable de la population pour laquelle ça va être un enfer. Et pas seulement un enfer en mode j'arrive plus à me connecter, mais aussi un cauchemar dans le sens où ça va avoir un lien direct avec la perte de leurs revenus. Alors bien sûr, pour combler le déficit d'accompagnement, il y a pas mal d'initiatives d'associations ou d'acteurs locaux qui essayent de soutenir des fois gratuitement les usagers. Mais il y a aussi quantité de sites privés maintenant qui sont engouffrés dans la brèche et qui font payer leurs services à ceux qui n'arrivent plus à utiliser le numérique. Et c'est valable pour tous les services publics, CAF, CPAM, UDAF, caisse de retraite, etc. Même la santé, parfois même l'enseignement. C'est-à-dire toutes les activités où il y a des actes qui sont télétravaillables et où les clés d'entrée pour les usagers peuvent être dématérialisées. J'aime bien terminer par une citation, donc je vais terminer par une citation. Il rigole à côté parce qu'il sait que ça se termine toujours comme ça avec moi. Il y a Gabriel de Broglie qui disait « Le service public n'est pas désincarné, ce sont des hommes et des femmes qui le font vivre. C'est un esprit qui l'habite. » Merci Sabine. 3 petites remarques pour réagir à ce que tu viens de dire. La première, peut-être que certains ici ont vu le film de Ken Loach, moi, Daniel Blake. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. C'est exactement ce qu'explique Sabine, c'est-à-dire comment, quand on est déjà en difficulté, quand on est déjà dans la précarité et qu'on se heurte à un mur numérique, à un mur informatique qui tire les gens vers le bas, là où l'être humain, agent de service public, est au contraire là pour tirer les gens vers le haut, vous créez vous-même les conditions d'une spirale. Et ne croyez pas et ne croyons pas que ça concernerait seulement quelques personnes, ou que la question de la dématérialisation concernerait seulement les personnes les plus âgées. Bien sûr que les personnes les plus âgées sont encore plus frappées que les autres, mais la question de l'électronisme, la question de ne pas savoir accomplir une démarche et d'avoir besoin d'un interlocuteur humain pour être conseillé, orienté, pour pouvoir faire sa démarche autrement, n'est pas une question d'âge. Et c'est pas parce qu'on a un téléphone dans la main et qu'on sait éventuellement aller regarder une vidéo sur TikTok ou je ne sais quoi, qu'on sait accomplir une démarche administrative et qu'on sait encore plus trouver une offre d'emploi qui correspond à ce qu'on a envie de faire ou ce qu'on sait faire. Ce sont deux choses différentes. Le premier point, c'était ce film. Le deuxième point, c'est que moi, j'ai vu ça. Avant d'être député, je suis fonctionnaire en préfecture. Et vous savez que ça a été un grand terrain de généralisation de la dématérialisation. Je ne sais pas qui a essayé récemment de refaire faire un permis de conduire, de changer une carte grise, ou je ne sais quoi. Vous savez tous combien c'est formidable, combien ça marche mieux qu'avant, et combien, au passage, vous avez maintenant exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire des gens qui vous disent ah bah, passez par moi, je vous facture le service et puis je m'occupe de la démarche à votre place. Et ceux qui sont en cause, ce n'est pas les agents de la préfecture qui sont de l'autre côté, qui du coup passent toute leur journée quasiment à cliquer sur des boutons derrière des ordinateurs et à s'arracher les cheveux parce que parfois ça ne rentre pas dans les cases. Mais c'est simplement la désorganisation qui a été créée. Juste un chiffre, parce qu'on nous dit oui mais la dématérialisation c'est pour aller plus vite. Délai de délivrance, carte d'identité, passeport dans le département. 54 jours, fin 2023.
que vous êtes capable de faire aussi bien que ce qu'ont fait les Insoumis à l'Assemblée nationale. Faites inscrire cette proposition de loi à l'ordre du jour du Sénat, faites-la voter par le Sénat, faites en sorte qu'elle devienne la loi et qu'on oblige, notamment M. Darmanin, mais l'ensemble des ministres qui sont concernés, à stopper cette folie qui consiste à envoyer obligatoirement et automatiquement tout le monde vers des démarches dématérialisées, parce que c'est juste une manière à provoquer de l'exclusion, à provoquer du non-recours au droit, à provoquer de la fragilité administrative, alors que le service public, il est là au contraire pour apporter de la stabilité et de la sérénité aux gens. Voilà ce que je voulais dire en écho à ce qu'a porté Sabine, et je laisse maintenant la parole à Simon Aramburu du collectif Nos Services Publics pour pousser la réflexion peut-être un peu plus loin. Une conseillère régionale et des militants syndicaux attachés à la défense du service public, puisque moi, comme l'a dit Mathias, donc je représente ce soir le collectif Nos Services Publics, un collectif d'agents publics. Alors, agents publics au sens large, hein, donc il y a des fonctionnaires, des non-fonctionnaires, et puis si vous n'êtes pas agent public et que vous souhaitez nous rejoindre, vous êtes évidemment les bienvenus. C'était le petit moment publicité. Mais tout ça pour dire que c'est un collectif en fait qui effectivement est attaché à la défense du service public, de ses valeurs, qui essaye de produire un maximum d'argumentaire sur le sujet. On a notamment publié un rapport sur l'état des services aussi vite que les besoins, loin de là. Et puis on essaie aussi de lutter contre parfois tous les lieux communs qui sont attachés au service public et qui servent justement à les attaquer. Et parmi ces lieux communs, il y en a notamment deux, ceux sur lesquels je vais insister ce soir. Ça serait que finalement le public, ça coûte cher et c'est pas très efficace, ou inversement que le privé, en fait, c'est plus efficace et c'est moins cher que le public. Alors, comme ça a été montré par les précédents intervenants, hein, il y a différentes manières d'attaquer finalement un service public. Il y a la manière, on va dire, un petit peu insidieuse, hein, qui consiste finalement à confier ou à sous-traiter certains morceaux du service public ou certaines tâches à des acteurs privés. Vous connaissez, hein, ça va être la sous-traitance, ça va être la délégation de service public, ça va être la transformation d'entreprises publiques en entreprises privées. Ça va être le développement d'un secteur privé aux côtés d'un service public, mais qu'on va favoriser, hein, hôpital, école notamment. Après, il y a la manière plus brutale, que malheureusement vous connaissez aussi et qui a été citée à plusieurs reprises, hein, c'est on ferme, on réduit des horaires, donc on va fermer une maternité, on va fermer une école, on va d'abord réduire les horaires effectivement d'un bureau de poste, et puis un jour on va le fermer, etc., etc. Et puis il y a une manière encore plus sournoise qui a été aussi évoquée, puisque le vocable New Management Public a été évoqué. La manière plus sournoise va consister finalement à garder l'enveloppe publique, mais finalement à importer les valeurs du privé à l'intérieur de cette enveloppe publique. Et donc, je pense qu'à Pôle emploi, Sabine peut le confirmer, à la Poste aussi, certains à la SNCF, je pense, pourront le confirmer, s'il y a des gens qui travaillent à la SNCF. Et donc voilà, c'est la troisième manière d'attaquer. Bon, moi, je vais revenir finalement sur cette histoire du prix et de l'efficacité. En général, quand on attaque les services publics, on a toujours, en général, on a un bonhomme en costume avec une cravate qui va nous dire, mais sur le ton de l'évidence, évidemment qu'il faut faire comme ça, c'est le sens de l'histoire. Vous n'y pensez pas, le privé, vous savez bien, c'est plus agile, c'est plus efficace et ça coûte moins cher. Donc arrêtez finalement de nous embêter avec votre défense du service public. Et finalement, on peut aller sur leur terrain et on peut étudier, regarder de près finalement ce qu'il en est. Est-ce que vraiment le privé est plus efficace et moins coûteux? Donc on peut commencer sur la question effectivement de l'efficacité, finalement de la qualité de service, comme on dit souvent dans le privé. Et on peut s'attacher à certains exemples. Donc on peut commencer par exemple par le rail. Parce que l'avantage, c'est qu'ils ont tellement privatisé, tellement attaqué les services publics en France, et encore plus parfois dans d'autres pays, qu'on a vraiment des exemples. On peut vraiment comparer. Aujourd'hui, on n'est plus sur un débat théorique. Et le meilleur exemple, finalement, pour le rail, c'est d'aller voir en Angleterre, par exemple. On a privatisé le rail. Le résultat, c'est quoi? C'est que ça a été un fiasco, et que même le patronat anglais a dit, à un moment, non mais il faut arrêter, ça ne marche pas du tout. Renationaliser, parce que sinon, on n'y arrive pas. Donc, voilà. Premier exemple, voilà. Le privé serait plus efficace en matière de qualité de service. Bon, dans le rail, ça ne marche pas. On peut prendre un autre exemple, par exemple la gestion des EHPAD. Bon, le fleuron du privé dans les EHPAD s'appelait Orpea. Bon, je ne vais pas épiloguer sur le livre qui a été écrit. Alors, je ne dis pas, attention, hein, dans mon discours, je ne dis pas que tout est rose dans le public, hein, parce que
l'EHPAD dans le public pourrait être mieux géré, on pourrait beaucoup mieux payer le personnel et on pourrait mieux prendre soin de nos aînés. Je ne dis pas que c'est parfait. Mais en tout cas, dans le public, la maltraitance a été portée à un niveau sans commune mesure. Ensuite, on peut prendre un autre exemple, par exemple le médicament. Le médicament, c'est entièrement privé. Finalement, il n'y a que des boîtes privées qui fabriquent des médicaments. On a confié totalement ça au privé. Est-ce que ça marche bien? En 2014, on avait 350 ruptures de stock. Aujourd'hui, en 2022, on est à 1600. S'il y a des parents parmi vous, par exemple l'amoxicilline pédiatrique, chaque hiver, on n'en trouve pas. Enfin, parfois, on n'en trouve pas. Plus grave, il y a des anticancéreux qu'on ne trouve pas, avec des pertes de chance pour les patients. Donc là, bon, je ne vais pas épiloguer non plus sur les scandales sanitaires, le procès du Mediator, et il y aurait d'autres exemples, mais on voit bien que là non plus, la gestion au privé n'a pas montré en fait son efficacité supérieure. Plus largement, dans le domaine de la santé, qui est un domaine qui m'est cher, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet, l'exemple typique, c'est de comparer finalement la France et les États-Unis. Les États-Unis, c'est un système de santé qui est entièrement privé. On peut regarder si le privé est vraiment plus efficace. Alors, je ne vais pas sortir toute la batterie des indicateurs, et tout indicateur a ses limites, mais aux États-Unis, on vit 4 ans de moins qu'en France. Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, l'écart est à peu près de 4 ans. La mortalité infantile, elle est de 5 pour 1000 quand elle est de 3 pour 1000 en France. Et pourtant, en France, on n'est pas forcément les champions, et en plus, depuis 10-15 ans, la mortalité infantile se dégrade. Et d'ailleurs, la privatisation du système de santé n'est pas forcément pour rien dans cette dégradation. Donc là encore, finalement, ça ne marche pas. Je pourrais continuer par exemple avec l'école, parce que finalement, quand on lit le rapport d'inspection sur cette chère école Stanislas, quand on voit, sauf à penser que les propos homophobes ou l'humiliation des élèves en fait, font partie des vertus pédagogiques, on peut se demander si finalement l'enseignement privé est vraiment meilleur que le public. Peut-être beaucoup plus coûteux. Mais bon, là encore, ça ne fonctionne pas. Je vais m'arrêter sur les exemples. Il y a eu des études qui ont été faites, et je vous conseille notamment d'aller sur le site de la Fédération européenne des services publics, l'EPSU, qui cite un certain nombre d'études. Il y a notamment des travaux de Danois qui ont été effectués à partir de 80 études. Et en revanche, je vais vous citer la conclusion. La conclusion, c'est « Rien ne prouve que les acteurs privés fournissent des services moins chers ou de meilleure qualité par rapport au secteur public. » Et je ne vous cite pas toutes les études, mais il y en a quand même un certain nombre. Bon, là, on était sur la qualité de service au niveau individuel. On peut aussi considérer que la qualité de service, c'est aussi la capacité, en fait, à servir l'ensemble de la population. Et là encore, il est difficile de démontrer, voire impossible, que le privé serait plus capable que le public de faire ça. Parce qu'en fait, le modèle économique du privé, et ça a été dit notamment à la Poste, c'est finalement de traiter les populations les plus solvables, en fait, celles qui ont plus d'argent. C'est ça qui les intéresse. Traiter les pauvres, ça ne va pas les intéresser. Donc en fait, quand le service est assuré par le privé, en général, il ne traite pas tout le monde. Alors, je vais reprendre l'école. Collège privé, 42% des élèves qui sont issus d'un milieu très favorisé, contre 20% dans le public. Inversement, 12% de boursiers dans les collèges privés, 30% dans le public. On peut regarder les hôpitaux et les cliniques. Les cliniques, il n'y a pas de service d'urgence, quasiment pas, les cliniques privées. On peut regarder les actes. Alors les cliniques, elles ont des durées de séjour qui sont très courtes. Alors c'est pas parce que dans le public, on est très content de garder longtemps les gens à l'hôpital, c'est parce qu'en général, on traite des patients qui sont porteurs de davantage de pathologies, qui ont plus de difficultés, parce que les cliniques, leur modèle économique, c'est de faire de l'acte programmé rentable. Alors si vous avez à faire une opération de la cataracte ou à vous faire réparer les ligaments du genou, la clinique, elle va être très contente de vous prendre, surtout si vous avez une bonne couverture complémentaire santé, parce que sinon ce sera plus compliqué. En général, il y a des dépassements d'honoraires. Mais là, pareil, on ne traite pas forcément tout le monde. Au niveau de la couverture santé, on a le même sujet. C'est-à-dire que l'assurance maladie, elle ne vous demande pas si vous êtes pauvre ou riche, ou si vous êtes bien portant ou mal portant, avant de couvrir vos dépenses. Vous êtes couvert. Tout le monde est couvert de la même manière par l'assurance maladie. Du côté des complémentaires santé, ce n'est pas le cas. Les complémentaires santé, en fait, elles tarifient en fonction de l'âge, dans les meilleures d'entre elles, et puis parfois elles tarifient en fonction de l'âge, en fonction du lieu d'habitation, et puis parfois en fonction d'autres facteurs. Et plus vous êtes porteur de risque, plus vous allez payer cher, et moins vous pourrez être couvert par une complémentaire santé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, notamment pour les retraités, je reviendrai dans la question du coût, certaines personnes ont de plus en plus de mal à être couvertes.
Ensuite, toujours sur le dernier point, sur la qualité de service, il y a un argument souvent dont on nous rebat les oreilles, c'est oui, mais le privé, vous savez, fait le public, c'est des grosses machines, c'est, pour reprendre les propos d'un ancien ministre de l'Éducation nationale est un mammouth, par exemple, opposé sûrement à un secteur privé qui serait, je ne sais pas, une panthère, ou un fauve, enfin, je ne sais pas exactement dans leur imaginaire, mais en tout cas, le public serait un gros machin qui ne serait pas agile, et le privé, c'est agile. Ils aiment beaucoup l'agilité, on nous la resserre très souvent. Ben, on peut là aussi se baser sur certains exemples. Regardons la crise sanitaire. C'est qui a fait preuve d'agilité, de réactivité? C'est l'hôpital public ou les cliniques privées? Parce que c'est l'hôpital public qui s'est occupé des gens, c'est pas les cliniques privées. Je remonte un peu plus loin, 1999, on a une tempête, on a des lignes électriques qui s'écroulent. C'est qui en quelques jours a réussi à remettre en place toutes ces lignes électriques? C'est le secteur public ou le secteur privé? C'est les agents publics à EDF qui avaient fait ça. Je pense qu'avec un opérateur privé, on n'aurait pas fait aussi rapidement. Bon, du coup, côté efficacité, on voit bien que effectivement les arguments ne tiennent pas. Maintenant, on peut attaquer sur le prix. Alors, le privé serait moins coûteux. Là, on pourrait opposer déjà un premier argument tout à fait théorique, en fait, c'est que théoriquement, en fait, c'est pas possible. Voilà, vous êtes un secteur privé, vous devez rémunérer des actionnaires, déjà. Vous devez, si jamais vous faites quand même un peu d'investissement, vous devez emprunter, vous allez emprunter plus cher que l'État. C'est obligé, en fait, c'est l'État qui emprunte le moins cher. Un acteur privé, il emprunte plus cher. C'est aussi plus coûteux. Puis en général, quand c'est confié au privé, en fait, on a plusieurs acteurs. Donc on démultiplie les acteurs, donc on démultiplie les coûts. Parce qu'effectivement, en plus, il va falloir se piquer les clients, donc il va falloir faire du démarchage, il va falloir engager les dépenses de marketing, et puis en général, il va falloir sûrement recourir à quelques cabinets de conseil qui vont vous coûter cher. Ceci dit, il n'y a pas que le privé qui recourt à des cabinets de conseil, mais c'est un autre sujet. En tout cas, déjà, théoriquement, on voit que ça ne fonctionne pas. Après, on peut regarder, on a là aussi des exemples empiriques. L'eau, par exemple. La France, c'était vraiment la championne du monde de la privatisation de l'eau. C'est-à-dire qu'on faisait de la délégation de services publics, et d'ailleurs, on avait créé des mastodontes. Je dis on avait, ils sont toujours là. Mais bon, petit à petit, il y a quand même des municipalités qui se sont dit tout ça coûte un petit peu cher, et peut-être que si on remunicipalisait, ça pourrait coûter moins cher. Oui, ça coûte moins cher. Il y a notamment une étude qui a été faite à Paris. À la fin, c'est 8% moins cher. Donc, effectivement, le public, c'est aussi moins cher. L'énergie qu'on a privatisée à coup de directive européenne, on a entretenu un marché totalement artificiel. D'ailleurs, on l'a entretenu sur le dos des usagers, parce que c'est nous qui avons payé en fait l'entretien de cette concurrence artificielle. En fait, c'est traduit tout ça par une augmentation des prix. Et d'ailleurs, même l'OCDE, qui n'est vraiment pas un repère de gauchistes, avait publié une étude qui disait qu'effectivement, le coût de l'énergie était supérieur dans les pays où le secteur de l'énergie était entièrement privatisé. Donc là, pareil, ça ne fonctionne pas forcément. L'éducation, on peut prendre par exemple le Chili et les États-Unis, qui sont en général les deux pires pays en matière de prix. Enfin, pire, ça dépend de quel côté on se place. On va dire qu'ici, on va considérer que c'est les pires. En matière de privatisation, on est sur des systèmes extrêmement coûteux, avec des étudiants qui sont endettés, ou alors qui renoncent à étudier. Autre exemple de privatisation qui ne s'est pas vraiment traduite par une baisse des prix, par exemple les autoroutes. Les autoroutes, c'est quand même un bel exemple. Là, en plus, je peux citer l'exemple. Je ne suis pas encore en Bretagne, donc il y a encore des péages. Mais donc, les autoroutes, bon voilà, augmentation des prix. Autre exemple, je l'ai cité tout à l'heure, les complémentaires santé. 2024, on nous annonce 10% d'augmentation en moyenne des complémentaires santé. En fait, pour les retraités, ça va monter jusqu'à 30%. Pendant ce temps, côté assurance maladie, on n'est pas du tout à ce niveau-là. Donc là encore, je ne suis pas persuadé que ça coûte moins cher. Là, j'étais du point de vue de l'usager. Mais au niveau de la société, aussi, le privé va coûter plus cher. Je reprends mon exemple là, des complémentaires, par exemple. Les complémentaires santé, en fait, ça engendre en coût net à peu près 5 milliards de dépenses supplémentaires par rapport à un système dans lequel on aurait une couverture à 100% par l'assurance maladie. En fait, ça coûte plus cher. Les frais de gestion des complémentaires santé, donc les frais de gestion, c'est tout ce qui est paiement du personnel, dépenses marketing, en fait, c'est tout ce qui ne sert pas à couvrir la dépense de santé. Les frais de gestion des complémentaires sont 5 fois supérieurs aux frais de gestion de la Sécu. Donc là, encore une fois, on a un privé qui coûte
plus cher que le public et qui coûte plus cher à la société. Le médicament. Le médicament, en 2014, on s'était insurgé parce qu'il y avait un premier traitement contre l'hépatite C. C'était 13 000 € la boîte. Il vous fallait plusieurs boîtes pour être entièrement traité. C'était 41 000 €. Et encore, la France avait négocié assez durement. 41 000 € le traitement. Aujourd'hui, avec les thérapies géniques, on a un traitement de Sanofi, j'ai oublié son nom, c'est 2 millions € l'injection. Donc est-ce que vraiment on peut penser que le privé coûte moins cher et sérieusement, est-ce que si le public avait développé ce type de médicaments, est-ce qu'on aurait payé 2 millions € l'injection? Je pense pas. Je reviens, dernier exemple, la santé. Et je reprends ma comparaison entre les États-Unis et la France. Au niveau, les États-Unis dépensent 18,2% de leur PIB en dépenses de santé, système privé. La France, système pas totalement public, mais encore quand même principalement public, c'est 11,9% du PIB. Si la France dépensait autant que les États-Unis, elle dépenserait plus de 160 milliards de plus en dépenses de santé. C'est 2 fois le budget de l'éducation nationale. Donc là, voilà, on voit aussi ce que ça donnerait si on privatisait, ce service public. Bon, donc sur qualité de service et prix, on voit qu'effectivement le discours ne tient pas. Au-delà, parce que le service public, c'est pas qu'un rapport qualité-prix, au-delà de ces questions-là, le service public offre d'autres avantages. Il offre une capacité à investir, et quand on voit par exemple, les enjeux en matière de transition écologique ou de vieillissement de la population, on voit bien qu'il n'y a que le public qui peut répondre à ces questions-là. Le privé a une vision de court terme qui fait qu'il ne peut pas répondre à de tels enjeux. Il y a un enjeu aussi démocratique, parce que vous êtes plus fondé effectivement à demander des comptes à la sécurité sociale qu'à votre complémentaire, par exemple, surtout si c'est AXA ou un autre assureur. Il y a un enjeu aussi de souveraineté qui me paraît important, parce qu'on a tendance à l'oublier. Mais quand on transfère au privé, au bout d'un moment, on perd son savoir-faire. Alors j'ai cité l'exemple du médicament. En fait, aujourd'hui, pour le dire un peu trivialement, on est à poil, quoi. Si jamais les laboratoires privés ne veulent plus nous fournir de médicaments, on fait quoi? Et d'ailleurs, souvenez-vous, au moment de la crise Covid, le PDG de Sanofi qui dit « Ah non, moi je servirai d'abord les Américains. Le bon vaccin, il sera d'abord pour les Américains. » Bon, c'est pas très grave, parce que comme il avait donné tout l'argent aux actionnaires et qu'il n'a pas dépensé en R&D, il n'a pas pu sortir son vaccin. Il n'a pas été capable de le faire. Il l'a fait très, très tardivement. Mais bon, on voit bien qu'il y a un problème. Et on aurait le même problème sur des questions de défense, sur des questions de numérique aussi, auxquelles en général on ne pense pas du tout. Mais demain, avec des outils aussi puissants que l'intelligence artificielle, il est sûr qu'on aura des outils, par exemple, d'aide au diagnostic en santé. Est-ce qu'on veut que ce soit Microsoft qui nous dise voilà, ça marche comme ça, voilà l'algorithme, cherchez pas à savoir comment ça fonctionne, mais ça marche très bien. Est-ce que à Pôle emploi, on voudra aussi un outil qui sera développé en général par Google ou Microsoft, où on nous dira non, mais il orientera très bien le demandeur d'emploi, etc., etc. Dans le domaine de l'éducation, il y aura des outils. Est-ce qu'on veut être maître de ces outils-là? Parce que l'intelligence artificielle ou l'outil numérique, comme ça a été dit, c'est pas l'outil, le problème, l'outil peut être très utile, c'est ce qu'on en fait. Et quand on ne sait plus ce qu'on en fait et qu'on n'est même pas capable de savoir ce qu'il fait, là, ça pose problème. Et puis, dernier point, je conclus. Le service public, c'est pas qu'une question, comme j'ai dit, de rapport qualité-prix de service, c'est aussi, je pense, un choix de société. C'est un domaine qui sort du marché. Ça me paraît important. C'est un domaine où on n'est plus réduit, parce qu'on essaye de nous réduire à un état de consommateur, calculateur et individualiste, où on cherche le meilleur rapport qualité-prix, où pour la couverture en santé, on va se dire « Ah, mais moi j'ai tel âge, mais j'ai des enfants ou j'ai pas d'enfants, donc est-ce que je prends l'option premium ?» ou « Est-ce que, ah, mais là j'ai pas besoin des verres progressifs, quand je serai plus vieux, peut-être que j'en aurai un peu plus besoin. » Non, c'est pas ça. Là, tout le monde paye en fonction des moyens qu'il a, et chacun reçoit en fonction de ses besoins. Normalement, c'est ça, le service public. Et c'est quand même une autre philosophie. C'est pour ça que ça me semble vraiment important de pouvoir le défendre. Merci Simon. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Pour préciser ou compléter très brièvement quelques points, repartir de là où Simon est arrivé. Le service public, il a une finalité, et même plusieurs. Tu as évoqué la question de l'égalité d'accès, la question de la qualité du service, la question de la souveraineté, simplement une question d'intérêt général. Pour prendre un exemple, si on devait vous facturer un accouchement,
3 500 €. Prendre un autre exemple, si on devait vous facturer la scolarité d'un collégien, 8 000 € par an. Si on devait vous facturer une intervention des pompiers pour un malaise, ça peut monter très haut, mais en gros 1 000 €. Ça, c'est des chiffres qui viennent d'un livre de Vincent Drozet, qui a longtemps été un des responsables de Solidaires aux finances publiques, aux impôts, premier syndicat des impôts, qui a fait un petit livre, La vie sans impôts. Parce qu'on vient vous expliquer, les impôts, quand même, il y a trop d'impôts. Comment il a dit Bruno Le Maire encore dimanche, les Français n'en peuvent plus des impôts. Mais d'abord, ça dépend lesquels. Il est venu nous dire qu'il fallait faire 10 milliards d'euros d'économies. Il a juste oublié de vous dire que les cadeaux que M. Macron a fait aux plus riches et aux plus grandes entreprises depuis 2017, c'est 50 milliards d'euros de manque à gagner par an pour l'État. C'est-à-dire 5 fois ce qu'ils viennent maintenant nous dire « Ah ben, il n'y a plus d'argent ». Ah bon, mais pourquoi vous avez supprimé l'impôt sur la fortune? Pourquoi vous avez fait en sorte que quand on touche des dividendes, on n'est pas imposé comme quand on touche un salaire? Pourquoi vous avez décidé de supprimer encore cette année quasiment 10 milliards d'euros, tiens, ce que vous dites qui manque, de soi-disant impôt de production sur les entreprises? Premièrement, l'argent existe et l'impôt n'est pas le problème. La question, c'est qui le paye? Et comment on fait pour que ceux qui ont beaucoup payent beaucoup et que ceux qui ont peu payent peu? Deuxièmement, il y a des impôts privés. Simon en a parlé, Stéphane en a parlé. Quand vous payez votre complémentaire, c'est pas un impôt. C'est quoi? C'est un impôt privé. Quand vous êtes obligé de payer un service qu'avant vous aviez gratuitement, c'est un impôt privé. Et Total prend des impôts privés à la pompe, et toutes les grandes entreprises prélèvent des impôts privés. Et cette logique selon laquelle, quand ce serait des prélèvements obligatoires pour financer des dépenses publiques, ce serait très mal, mais quand ce sont juste des tarifications privées par des opérateurs privés pour faire des profits privés, ce serait très bien, ça c'est une vision idéologique du monde. Et clairement, c'est ça qui aujourd'hui crée la situation de difficulté dans laquelle on est. L'égalité d'accès, le fait que tous, on ait accès à des services de qualité, même quand on n'a pas d'argent, même quand on n'a pas fait d'études, même quand on habite en zone rurale. On en est où du déploiement de la fibre? Pourquoi ça a été aussi compliqué? Pourquoi c'est toujours aussi compliqué? Parce que les groupes privés se sont dit, nous, on va faire là où il y a du monde, où c'est rentable, les grandes villes. Et puis pour le reste, le public paiera. Le public, les départements, etc. Mais c'est pas ça le service public. Le service public, c'est on fait tout, et du coup, il y a des endroits effectivement où ça coûte moins cher et ça permet de dégager des marges, et puis on s'en sert pour financer là où ça coûte plus cher, mais parce qu'on veut que tout le monde accède au service. Et on a été, et on est toujours dans une inégalité d'accès à la fibre, par exemple, qui est inacceptable. Et si on avait fait l'électrification du pays avec ce modèle-là, franchement, on y serait encore. De la même façon, l'intérêt général, la protection de l'environnement, ce n'est pas des choses qui peuvent être laissées, qui sont des coûts. Vous avez encore eu un rapport de la Cour des comptes là, il y a 15 jours qui dit qu'il n'y a pas assez d'effectifs dans les DREAL. Vous savez ce que c'est les DREAL? À Donge, il y a des gens qui savent. Certains responsables d'associations qui se battent notamment sur la question de la santé et de la pollution et des questions de risques industriels, qui savent ce que c'est que les DREAL. C'est le service de l'État qui est chargé notamment des inspections des installations classées, des sites Céveso, etc., etc. La Cour des comptes dit qu'il n'y a pas assez d'effectifs. Au-delà même de savoir après si l'autorité politique, les préfets, suivent les recommandations, prennent les décisions, les font appliquer, etc. Il n'y a pas assez d'agents pour vérifier la sécurité des sites industriels, et on sait que s'il n'y a pas les agents de l'État, des services publics pour le vérifier, s'en remettre à la simple bonne volonté des actionnaires est une mauvaise idée. Ça finit mal, généralement. Et donc, et pourtant, tout le monde a intérêt à ce qu'il n'y ait pas d'accident. Donc c'est bien normal qu'il y ait un service public qui le prenne en charge et qu'il ait les moyens. Un jour, il y a un ministre de Jacques Chirac qui avait dit « On a un problème, c'est que les Français sont contents de leur service public ». Il s'appelait Renaud Dutreil. Pourquoi c'était un problème pour lui?
Parce que leur objectif, c'était d'arriver à les privatiser, d'arriver à en déléguer le plus possible au marché pour faire des profits, pour que les actionnaires s'en mettent plein les poches. Et donc, ils ont commencé, comme ça a été dit, par faire en sorte que ça marche moins bien, pour qu'à la fin, vous vous dites « Ah, bah vivement que ce soit privatisé hein. ». Exemple typique, SNCF. Bon courage, la privatisation, Simon en a parlé au Royaume-Uni. Là, on est dans une région, l'ouverture à la concurrence, la première ligne qui est concernée, c'est la ligne du Sud-Loire qui va notamment, le lot qui est sur le Sud-Loire, notamment la ligne qui va jusqu'à Pornic. Tout le monde voit bien qu'ils sont en train de préparer l'idée que ça fonctionne mal quand c'est public. Si ça fonctionne mal, c'est pas parce que c'est public, c'est parce que la région a refusé d'investir dans le matériel, dans le personnel, qu'il n'y a pas eu les travaux nécessaires qui ont été préparés pour que ça se passe bien. Mais si vous voulez parler ferroviaire et comment ça se passe quand c'est privé, on peut regarder. Il y a un sujet, ça s'appelle le fret, transport de marchandises. Ça a été le premier volet ferroviaire ouvert à la concurrence privatisé. Le bilan, c'est quoi? Moins de transport par le fret ferroviaire, plus par les camions. Beau résultat. Beau résultat. C'est ça l'efficacité du marché à l'heure du changement climatique, plus de camions. Et là encore, vous avez une situation très particulière. L'entreprise fret SNCF, la Commission européenne exige que cette entreprise, en quelque sorte, soit découpée en morceaux parce que, soi-disant, elle aurait bénéficié de trop de soutien public. Ça nous avait échappé. Le bilan, c'est quoi? Obligation de nouvelle mise en concurrence de 23 lignes. Aujourd'hui, sur une très grande partie de ces lignes, vous n'avez aucun opérateur ferroviaire qui se propose de les reprendre. Donc ce sera potentiellement 500 000 poids lourds par an en plus sur les routes. Tout ça parce que la Commission européenne a décidé que ça devait être ouvert à la concurrence et que ce qui était la règle numéro 1, c'est la concurrence et c'est pas la préservation de l'état des routes, la préservation de la santé, la préservation de la sécurité qui passe par le développement du fret ferroviaire, qui n'est pas un service comme les autres. Parce que vous ne pouvez pas mettre n'importe quel train, n'importe où, comme vous voulez, parce qu'il n'y a qu'une voie. Et qu'il est donc normal qu'on contrôle qui est sur cette voie. Et ça, c'est le bilan de la Commission européenne dans le fret ferroviaire. L'autre bilan de la Commission européenne, c'est les 10 milliards de Bruno Le Maire. Parce que demain, au Conseil européen, ils sont en train de valider le retour des règles d'austérité européenne qui avaient été mises un peu de côté pendant la crise Covid. Vous savez, les 3% de déficit qui ne doivent pas dépasser, qui ont été inventés sur un coin de table, etc., etc. Demain, ça se décide au Conseil européen. Macron va dire oui. Nous disons, pas question. La France doit dire non. Deuxièmement, si on parle de la souveraineté sur le budget, les Français doivent pouvoir voter, il faut un référendum. Et pas question que ce soit décidé par quelques-uns dans un bureau et par Macron dans un coin de table. Troisièmement, si on applique ces règles, c'est pas 10 milliards comme l'a annoncé Bruno Le Maire qu'il faudra faire, c'est 24. Et donc, ce qu'il a annoncé dimanche n'est que la première étape d'un plan d'austérité dont la deuxième étape viendra très probablement le 10 juin, juste après les élections européennes. Je vous le dis, parce que ne soyez pas surpris le 10 juin. Donc ça suffit, ces règles, on n'en veut pas. Ces règles d'austérité, nous n'en voulons pas, nous avons besoin de nos services publics. Ces règles de concurrence, nous n'en voulons pas, ni pour le fret ferroviaire, ni pour les barrages hydroélectriques, ni pour ces éléments, ni pour l'électricité. Plus 100% de hausse du prix de l'électricité depuis que c'est privatisé, génial. Tout ça parce que comme c'est un marché, il faut que celui qui allume la dernière centrale dont on a besoin, il soit payé, donc on aligne le prix sur la dernière centrale. Et pas sur le prix moyen de la production d'électricité, comme le ferait un opérateur public intégré qui dirait « Moi, ma consigne, c'est qu'il y ait de l'électricité et je répartis le coût sur l'ensemble de mes moyens. » Là, comme c'est privé, le dernier dit « Ah, moi je viens, mais il faut que je sois payé au maximum. » Donc ça ne fonctionne pas. Voilà les causes profondes, l'austérité européenne, la concurrence européenne, l'idéologie libérale, et quand même, il faut dire un mot de l'extrême droite, qui ne défend pas le service public. Prenez Marion Maréchal Le Pen, sur l'école privée, il faut ouvrir la concurrence à l'école privée. Il y a beaucoup de contraintes juridiques et fiscales qui font que le privé ne peut pas se développer dans notre pays. Ah bon ?
Il faut mettre en place l'équivalent d'un chèque éducation ou d'une défiscalisation de ce que coûterait l'accès au privé pour les familles. Non, il faut mettre de l'impôt, qui fait qu'on paye de l'impôt pour payer des enseignants à l'école publique, qui ensuite est gratuite pour tout le monde. Vous avez deux modèles. Même chose sur les politiques d'austérité. Madame Le Pen, la tante, dans son programme de 2022, vous n'avez pas une seule fois le mot service public. Quand elle est interrogée sur les 10 milliards de Bruno Le Maire dimanche sur LCI, elle dit oui, il faut faire des économies. Quand il porte un programme où, soi-disant, il y a des hausses de salaire, la réalité, c'est qu'il y a une baisse de cotisation et qu'ils prétendent juste augmenter le salaire net sans augmenter le salaire brut. Le bilan, c'est quoi? C'est après, on vient vous voir et on vous dit « Ah, bah comme il y a moins de cotisation, il faut dérembourser les médicaments, il faut les franchises médicales, il faut faire la retraite à 64 ans parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. » Non, il y a de l'argent dans les caisses, il faut augmenter les salaires et donc les cotisations qui y sont liées pour financer la sécurité sociale, parce qu'à la fin, ça coûte moins cher et ça marche mieux. Voilà ce que je voulais préciser avant de vous laisser la parole si vous avez des questions, des remarques, des interrogations, et après nos invités pourront y répondre. C'est la première qui est toujours difficile, mais... Je vais la prendre juste une petite explication. Ma question s'adresse aux syndicalistes de la poste privée, à savoir, dans le cadre de toutes ces suppressions de lieux, de postes, la possibilité n'existe plus. Est-ce que ça peut jouer sur les usagers qui ont quitté la poste? Et par là même, baisser, à mon avis, les profits, les revenus des gens qui sont derrière. Est-ce que vous avez des chiffres qui permettent de nous le dire, ça? Lorsqu'on diminue le nombre de lieux, lorsqu'on diminue les agences, la proximité n'existe plus, ou moins. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne se déplacent plus. Est-ce que la banque postale, qui est le côté privé qui rapporte le plus à la Poste, s'en est pas senti diminuer? Est-ce qu'il n'y a pas des usagers qui ont quitté la Poste à cause de ça? Donc ça veut dire qu'ils ont fait moins de profit. Et bien quel est l'intérêt donc à diminuer les bureaux de poste? On note la question, on en prend plusieurs et on y répond après. Pour le micro circule, il y a une main là-bas au fond aussi. Après. Allez-y, madame. Donc, bonsoir. Donc, en tant que fonctionnaire des finances, donc je vais, là c'est pas une question, mais un complément sur ce qui se passe dans la fonction publique, donc notamment aux finances avec les vétérinaires de la DGCCRF. Parce que les vétérinaires, il y en a de moins en moins. Alors, en effet, ce qui est important, enfin, on enlève des fonctionnaires, mais ces vétérinaires étaient quand même essentiels, parce que lorsqu'on est fonctionnaire, on a un devoir, c'est-à-dire on ne prend pas parti, on prend la feuille et on note ce qui ne va pas. Que dans le privé, on peut s'attendre, on ne regarde pas trop ce qui ne va pas. Et après, on arrive à des histoires comme les pizzas, voilà. Donc, je voulais quand même insister sur... Il y a les vétérinaires, et à la DGFIP, il y a un autre corps de métier, ce sont les géomètres. Et là, les géomètres, donc, ils ont donné le boulot de géomètre du privé. Alors, géomètre, à quoi ils servent à la DGFIP? Eh bien, lorsque vous vendez un bien, ou lorsque vous achetez un terrain, on va le délimiter. Donc, voilà. Donc, des métiers, des fonctions qui étaient dévolues au service public, qui sont de plus en plus supprimées. Et moi, je dis, dans le privé, eh bien, on peut s'attendre à des petits intérêts entre amis, enfin, voilà. Que le fonctionnaire, lui, est vraiment clair, net, et il n'y a pas de... Et une main qui était levée là-bas au fond, voilà. Une casquette. Garder la casquette.
remercier Thomas et David qui ont contribué à cette soirée, à l'organisation et tous les militants qui l'ont organisé, décoré, accueilli, etc. C'est un gros travail et sans eux, il n'y a pas ce genre d'initiative. Oui, donc moi je voudrais intervenir parce que je suis fonctionnaire hospitalier, je suis au CHU de Nantes et je suis infirmier. Donc je trouve très intéressant tout ce qui a été dit. Je pense que la première chose qui fait le service public, c'est les fonctionnaires et en particulier leur statut. Et en fait, je pense que toutes les attaques contre le service public, c'est pour s'attaquer à ce statut-là. Ça ne veut pas dire que tous les fonctionnaires, que tous les gens qui travaillent dans les fonctions publiques sont au statut. Hein. Nous, à l'hospitalière, on a un nombre de contractuels, de CDD, on a parlé aussi des enseignants, et le nombre de contractuels, notamment sur les postes vacants, sachant qu'un CDD sur un poste vacant à l'hôpital, c'est interdit. Nous, avec notre organisation syndicale, on se bat pour titulariser, parce qu'on manque de personnel. Et là, on arrive dans une situation où on manque de lits. Je vais vous donner un chiffre. Au CHU de Nantes, le mois dernier, il y avait 150 lits fermés par manque de personnel. Alors, 150 lits, ça veut dire quoi? En gros, il y a 25 lits par service, vous faites le calcul, c'est beaucoup de services. Mais ça a une conséquence très importante. Ça veut dire qu'on peut opérer moins de gens, et que depuis le Covid, toute la cancérologie, on n'a pas rattrapé le retard depuis le Covid. Et c'est pareil dans le privé, hein, parce que le privé absorbe plus. Confluent, à Nantes, n'arrive plus à absorber les malades. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme nous. Ils peuvent pas. On vient de recruter au CHU de Nantes, toutes les infirmières de bloc du Confluent, elles viennent d'arriver au CHU de Nantes parce qu'on a fait un pont d'or pour recruter du personnel. Donc ils ont le même problème que nous. Sauf que, des fois, le bloc opératoire, là où je travaille, c'est un truc qui rapporte dans le public. Donc comme ça rapporte, ils mettent du pognon. Mais par contre, pour ouvrir des lits, ils ne le mettent pas. Je m'explique. Vous savez parfaitement que au CHU de Nantes, il y a des collègues qui se font régulièrement agresser. Là, c'est 6 agressés déjà, hein, c'est ça que tu disais. 6 qui se font agresser. Bah, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de manque de lits. On n'arrive pas à hospitaliser des gens assez rapidement. Et donc il y a des files d'attente qui sont très longues. Mais ça, c'est quand ça se passe bien. Quand ça se passe mal, c'est des morts. On est à 2 morts dans la file d'attente avant de voir une infirmière au CHU de Nantes, au CHU dans les urgences adultes. Ça, c'est extrêmement compliqué. Mais ça, c'est toutes les politiques d'austérité qu'il y a eu depuis des années bien avant Macron. Et Macron, il n'a rien arrangé là-dedans. Il nous a fait tout un truc larmoyant pendant le Covid. Vous êtes des héros, tu parles. Il nous laisse dans une merde noire. Et que de toute façon, l'hôpital public, ils veulent le détruire. C'est tout. Il n'y a pas d'autre objectif. Ils vous sortent des trucs. Ouais, on va mieux organiser. Oui, c'est mieux. Vous allez voir. Il y a plein de choses qui vont être mises en place, etc. Non, non, non. L'hôpital public, comme toute la fonction publique, ils veulent la détruire. Et il y a eu les personnes âgées où ils les ont collées dans les EHPAD. C'est vrai, il y a aussi des EHPAD qui travaillent bien, les EHPAD associatifs où ils font des belles choses. Je pense que c'est quelque chose de très compliqué, la prise en charge des personnes âgées. Maintenant, je pense que toute cette question-là, elle est indissociable avec le fait qu'ils sabrent dans les budgets et de toute façon, le budget de la sécurité sociale qui a été voté, il n'augmente pas, il diminue même. Il faut savoir que par an, c'est 80 milliards d'exonérations patronales qui sont faites. 80 milliards. Il faut savoir que la fraude à la TVA, on est à plus de 20 milliards d'euros par an. Il faut savoir que le budget de l'armée a augmenté de 40%. C'est pour ça qu'ils vous parlent de réarmer le pays, l'autant pas fait là. Non mais si, c'est ça le truc. C'est des pantins ces mecs. Il n'y a pas d'argent pour l'hosto, il n'y a pas d'argent pour l'école. Par contre, on va réarmer le pays. Donc on donne 40% aux armées et on dit que dans les établissements, ça va être le SNU et tout ça. Moi j'ai une gamine, elle a 14 ans, elle a un stage en entreprise qui est prévu à la fin de la seconde, ça vient de tomber là, la semaine dernière. 3 semaines à faire un stage en entreprise, ou alors tu fais le SNU. Pas autre chose à faire en fin de seconde au mois de juin, ma gamine. Non, sa place c'est à l'école, il n'y a pas d'autre place pour les enfants. Et ça c'est important. Donc je reviens sur ce que j'ai dit.
toute la bataille, à mon avis, c'est mon point de vue, pour la défense des services publics, elle est indissociable avec le fait qu'on se bat contre les exonérations. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a plein d'émissions, moi j'écoute beaucoup France Inter, je suis un petit Parisien, je suis un petit bobo, là je viens d'arriver il y a un moment, donc j'écoute France Inter, je suis bien, je suis en feu électrique quand je vais. Bon. Ah, ils t'en parlent tout le temps du service public. Hein. Ah, ils te font des trucs larmoyants tout le temps. Mais il n'y a pas un mot qu'il y a. Il n'y a pas le mot exonération. Jamais ils en parlent. Voilà, j'ai fini. Merci. Et ça me permet aussi de préciser que a été lancé en novembre un comité de défense de la santé et en particulier de l'hôpital public, même si c'est pas que ça la santé, c'est aussi l'accès aux soins, les déserts médicaux, etc. Du bassin nazérien, et que si vous êtes intéressé par le rejoindre, vous pouvez vous manifester, notamment auprès de la table militante derrière de Thomas ou de Gilles, qui sont dans la salle et qui participent à l'animation de ce comité qui a vocation à rassembler tous ceux qui veulent défendre la santé dans la région, qui en a bien besoin comme partout dans le pays, mais en s'organisant nous-mêmes, parce que si on compte sur ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir pour le faire, on est mal barré. Est-ce qu'il y a deux dernières prises de parole, et puis on donne la parole pour répondre? Bonsoir à tous. Moi, ma question, elle est plus autour de l'école. En 84, la gauche, elle s'est couchée face au privé et elle a refusé l'idée d'une école unique, publique, et qu'on mette fin à l'école privée et au double système. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un combat qui est encore mené, ou est-ce que c'est abandonné et enterré depuis cette période, ou est-ce que vraiment on peut espérer de la France insoumise et de la gauche qui ne trahit pas de continuer à mener le combat? Vite fait sur toutes les interventions, en étant militant syndical aussi dans une petite entreprise du CAC 40, Airbus, qui a été financée par les impôts de nos aïeux. Je voudrais en venir sur un truc quand même, parce que tu disais Mathias, la fibre pas déployée, qu'un ça, bon, on a mis Orange, SFR et tout ça, on avait un service public avant là-dedans aussi, mais c'est un peu ironique, mais on n'a pas encore de loi qui nous oblige à avoir Internet chez nous, ou de moyens numériques. Pire de ça, c'est qu'on a quand même pas mal de gens qui n'ont pas de permis et autres, qui ne peuvent pas se déplacer. Mais bon, on va en arriver parce que ça va être un gros cheval de bataille, la dématérialisation, mais les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, puisque c'est le cas chez Pôle emploi, j'aime bien appeler ça Pôle emploi, en France Travail, ou à la Poste, ou dans les services, dans tous les services publics en fait. À un moment donné, ça va avoir sa limite. Et c'est comment... bon, il y a des choses que je partage, dans les nouvelles technologies, il y a des bonnes choses, mais il y a une rupture entre ce qu'ils mettent en place et la société qui n'arrive pas à suivre, ou qui n'a peut-être pas aussi les moyens de suivre. Parce qu'on parle de la fibre, tu parlais Mathias de la fibre, avant il y avait la DSL, alors là ils l'ont passé à gros sac la fibre, c'est 20 € de plus par mois. Alors pour quelqu'un de précaire, 20 € de plus par mois, alors que tu payes déjà 50 €, et ça c'est mis au marché privé, et c'est un lien direct avec les nouvelles technologies qui se mettent en place et tout ça, dans tout le service public, et la dématérialisation et les nouvelles technologies. Parce que la santé, on va de plus en plus avoir de choses aussi, bientôt la santé par visio aussi. Enfin, on va loin. Mais c'est un peu ironique, c'est un peu poser la question à un moment donné, est-ce qu'il y a une loi qui nous oblige à avoir Internet ou des trucs numériques? Merci. Dernière là devant, c'était pas très paritaire ces prises de parole. Mais je vous en prie. Oui, je sais pas trop par quel bout le prendre, mais moi il y a quelque chose qui m'a particulièrement interloqué, c'est pas forcément le terme, mais qui m'a particulièrement choqué, c'est que le même jour où le maire annonce 10 milliards d'économies, Macron annonce 3 milliards de ventes d'armes à l'Ukraine. Quoi qu'on pense du sujet, il y a quand même un problème. Il y a 10 milliards d'austérité pour les services publics. Par contre, il y a des milliards pour la guerre. Ouais, ça m'interroge, ça me fait plus que m'interroger. Bon, je
Je disais à Mathias tout à l'heure, parce qu'on avait une réunion d'intersyndicale de retraités avec le député, je disais tout à l'heure, la dématérialisation, c'est le cache-chèque de la suppression des postes dans les services publics. C'est clair, c'est net. L'outil est utilisé non pas pour améliorer les conditions de travail des personnels, pour améliorer le fonctionnement des services à destination des usagers. L'outil est utilisé pour détruire des emplois. On voit qu'il y a tous les secteurs sont concernés. Récemment, on a eu les agriculteurs qui sont descendus pour bloquer un peu le pays, parce qu'ils n'arrivent pas à vivre de leurs revenus. Je pense que concernant la défense des services publics, il serait utile que la population, en lien avec les agents des services publics, se mette les mains dans la main pour combattre cette politique. Et pour illustrer mon propos, je vais prendre un exemple que j'ai un peu mieux connu, parce que moi je ne suis pas originaire d'un service public. J'ai travaillé dans une entreprise privée, une grande entreprise privée de la région alsacienne qui s'appelle les Chantiers de l'Atlantique. Dans les années 2008, 2009, 2010, revendiquer la nationalisation des chantiers, c'était un gros mot. Interdiction de parler de ça. Il y a eu une bagarre qui a été menée syndicalement, une bagarre qui a été menée intersyndicalement. L'ensemble des unions départementales du département se sont mis d'accord. Alors, on n'a pas utilisé le terme, parce que ça pouvait choquer quelqu'un, on n'a pas utilisé le terme nationalisation, on a dit prise de majorité, état actionnaire majoritaire de l'entreprise. Pour la sauver, pour la sortir des marchés. Il se trouve que, après avoir connu Alstom, après la Carriard, les Coréens STX, on a échappé aux Italiens Fincantieri. L'entreprise a finalement, cette bagarre a mené, alors a contribué, on ne va pas prétendre qu'on a réussi à le tout seul, mais a contribué effectivement à ce que les chantiers soient nationalisés. Il se trouve que depuis que l'entreprise est nationalisée, elle a 10 ans de carnet de commande. Moi, ça fait 6 ans que je suis parti. Ça fait 6 ans qu'ils ont 10 ans de carnet de commande. Donc voilà, ma conclusion est là, c'est que c'est la bagarre qui permet en commun les salariés, les agents, avec la population, qui permet de défendre effectivement les salariés. Merci. Peut-être pour permettre d'avoir des réponses aux différentes questions qui en appellent. Il y avait des remarques qui sont les bienvenues, mais qui n'appellent pas forcément de réponses. On refait un petit tour. Stéphane Blaise, d'abord sur la question de la banque postale. Moi, j'ai juste une petite réponse pour Patrick, mais une question en plus, Mathias, c'est il y a eu les dernières années, il y a eu 1 million de fermetures de comptes à la banque postale. Ils ferment des petits bureaux, donc les gens ne veulent pas se déplacer, c'est sûr. Mais la Poste, elle s'en sort parce qu'elle ferme des bureaux, elle supprime des emplois, donc quelque part, voilà, elle s'en sort. Mais bien sûr qu'il y a des suppressions de comptes. Les 5 dernières années, je crois que c'est les 5 dernières années, 1 million de comptes fermés. Donc c'est quand même quelque chose, tu as raison, mais ils s'en fichent. Mais maintenant, le véritable service de proximité, c'est le Crédit Agricole ou le Crédit Mutuel dans la campagne. Il n'y a plus de bureau de poste qui faisait office de vrai service public. Et maintenant, c'est le Crédit Agricole ou le Crédit Mutuel. Et puis, je voulais juste une question, si tu me permets, Mathias, c'est une question. Il en a parlé tout à l'heure, Simon. Je crois que c'est chez nous à la Poste, ce qui me gêne beaucoup maintenant, et dans tous nos services publics, c'est l'utilisation des cabinets de consultants. C'est-à-dire que notre entreprise est menée, toutes nos entreprises publiques sont menées par des cabinets de consultants. C'est une catastrophe. Et la Poste, elle a lâché 175 millions là, fin décembre pour des cabinets de consultants. Et on sait que c'est eux qui détruisent nos services publics. Ils ont une responsabilité folle, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'éducation, dans tous les domaines à SNCF, dans tous les domaines des services publics. C'est les cabinets de consultants maintenant qui mènent le monde et c'est eux qui décident de tout, de notre politique publique. Alors, je sais qu'il y a 3 grands patrons de la CNCF, de la Poste et d'EDF qui ont été convoqués devant le Sénat, une commission, parce qu'ils faisaient appel à des cabinets de consultants. Et ça me gêne beaucoup, parce que c'est en augmentation. Et qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Je sais pas. Mais je pense que leur influence est de plus en plus forte et ils détruisent complètement. Et c'est eux qui mènent la danse. Et malheureusement, c'est une très mauvaise chose pour nous.
Voilà, je passe la parole. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le dénoncer, déjà. Nous, le travail qui a été fait au Sénat sur ce sujet a été remarqué. Il donne lieu à une proposition de loi qui n'est clairement pas au niveau où même les communistes qui au départ avaient mené cette commission d'enquête au Sénat et les Insoumis, on pourrait le porter, mais permet de mettre le doigt sur cette réalité, sur les sommes qui sont engagées, parce qu'il y a la finalité, mais d'un simple point de vue de la dépense publique, c'est quand même jeter l'argent par les fenêtres, parce que organiser un service public, c'est un savoir-faire, et il y avait dans l'État des gens dont c'était le métier, y compris de les évaluer, de proposer des modifications, etc. C'est bien la preuve que la volonté n'est pas d'organiser le service public, mais de le désorganiser et d'en préparer la sortie. Voilà. Et clairement, les cabinets de conseil, ils ont des commandes, mais vous avez parmi les parlementaires, notamment macronistes, et parmi les ministres, des gens qui étaient membres salariés de cabinets de conseil et qui continuent à défendre le recours à ces structures. Clairement, c'est pas notre cas et nous on souhaite que peut-être qu'ici ou là il peut rester des questions qu'on n'ait pas forcément vocation à être capable d'agir sur tout, mais très concrètement sur l'immense majorité des questions qui se posent d'organisation, de relations à l'usager, de répartition territoriale du service public. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, les usagers, les agents et les élus sont plus compétents pour penser l'intérêt général que ceux qui sont ni plus ni moins que des mercenaires qui viennent surtout chercher des contrats. Peut-être pour répondre sur la question de... Il y a une question sur la fibre, je crois que tu voulais dire un mot, Sabine, et puis après sur l'école. Oui, sur la fibre, pour moi, le problème, il est qu'à un moment donné, la fibre, l'ordinateur, la tablette, tout ça, ce sont des outils. Le problème pour moi, il est qu'à un moment donné, on a laissé les outils nous gouverner. C'est-à-dire qu'en fait, si tu n'as pas l'ordinateur ou si tu n'as pas la fibre, tu es actuellement en fracture numérique. C'est-à-dire que tu n'as pas accès effectivement à un permis de conduire, à avoir ta carte d'identité, à rechercher du travail, à faire ton dossier de retraite, à regarder comment sont tes remboursements de santé. Et effectivement, moi, pour moi, le souci, il est qu'on a maintenant laissé un outil, un objet, en fait, gouverner notre vie. Et oui, pour moi, il y a un gros souci. D'autant qu'en plus, la pose de la fibre est un vrai facteur de fracture numérique. C'est-à-dire que moi, j'habite à un patelin de 1200 habitants, je ne suis même pas encore dans le centre-bourg. La fibre, je n'ai toujours pas vu. Hein. Et les poteaux qui sont plantés, c'est tout. Hein. Oui. Je ne sais pas ce qu'ils gèrent, mais enfin, ils ne gèrent pas chez nous, en tout cas. Donc voilà, mais effectivement, hein, on en est à un point où si les gens n'ont pas les moyens pour acheter un ordinateur, en fait, ils sont coupés de plein de choses dans la société. Voilà. J'ai ma maman qui a presque 90 ans, c'est moi qui lui fais ses impôts. Il n'y a pas d'exception sur le fait que parce qu'elle n'est pas au top sur les ordinateurs, et je ne vais pas lui reprocher ça à 90 ans, on ne va pas faire d'exception sur le fait qu'elle ne fasse pas ses impôts par Internet. C'est quand même extrêmement problématique. Quand est-ce qu'on a dit que l'ordinateur est obligatoire? C'est un peu ironique ce que je disais, mais du coup, je n'ai pas trouvé la loi qui nous oblige à avoir un... Voilà, non mais je suis d'accord avec toi. Alors à ce moment-là, si c'est obligatoire, on le fournit. Voilà. Ah oui, à un moment donné, il faut savoir, enfin, je veux dire, il y a les tenants et les aboutissants. Et je conclue sur la dématérialisation, là, par rapport à les licenciements, etc., que disait le monsieur de Chantier de l'Atlantique. Oui, bien sûr, hein, la dématérialisation, couverte d'amélioration, c'est effectivement une manière comme une autre de baisser le nombre de... j'allais dire de salariés, parce que c'est pas forcément... Moi, je ne suis pas fonctionnaire, même si je fais partie d'un service public. Mais oui, ça permet de faire baisser le nombre d'emplois.
Et d'ailleurs, il y aura une vraie différence dans les services publics entre les emplois qui sont télétravaillables, donc délocalisables, et les emplois qui ne sont pas télétravaillables, donc pas délocalisables. Oui, effectivement. C'est un vrai problème. Merci. Frédéric Pogam, pour une réponse sur l'école. Alors, en tout cas, je partage la préoccupation. J'ai des parents qui sont assez âgés aussi. Et c'est vrai que c'est un gros souci, ce problème d'ordinateur. 85 et 94 ans, mes parents, donc effectivement, je connais bien ce problème. Pour ce qui est des cabinets de conseil, effectivement, c'est un cabinet de conseil dans l'éducation nationale qui a préconisé aussi la mise en place du pacte et des briques, en expliquant au ministre qu'en ce moment, les enseignants étaient épuisés au bout du rouleau et qu'au contraire, c'était le bon moment pour leur proposer le pacte de manière à ce qu'ils exécutent des tâches qu'ils n'étaient pas prêts à faire, qui n'étaient pas... Voilà, donc oui, les cabinets de conseil, on connaît aussi. Concernant le privé et le public, bon là, on a eu en passage éclair une ministre qui franchement avait choisi le privé et puis là, elle ne l'a pas caché. Hein, voilà. Et pour de mauvaises raisons, en plus, elle a menti éhontément en expliquant que c'était parce qu'il n'y avait pas de remplaçant. Alors, ce qui est vrai, en plus, c'est vrai qu'il n'y a pas de remplaçant, mais là, il se trouve que l'enseignante, donc son enfant a passé 2 mois dans l'école publique. L'enseignante en question n'a jamais été absente, hein, jamais. Voilà, et donc c'est juste qu'elle voulait que son enfant passe plus rapidement dans la classe supérieure. Et puis de toute façon, elle est très riche, et elle a choisi une école de riches, clairement. Hein, voilà, voilà. Alors on aurait pu espérer que notre nouvelle ministre, qui est Nicole Belloubet, change un petit peu, parce qu'elle avait dénoncé ce dualisme privé-public, elle l'a dénoncé auparavant. Et ben non, c'est raté. Donc voilà, elle le valide également, parce donc on la cite. Ancienne membre du conseil, l'enseignement privé fait partie de ce grand principe fondamental des lois de la République, qui est la liberté de l'enseignement, qui est ma boussole. Donc voilà, c'est terminé, elle a oublié. Voilà, alors nous, le mandat de la FSU-UPP, c'est clair. On demande la nationalisation de l'enseignement privé sans indemnité ni rachat. On est clair là-dessus, on continue là-dessus. Et on le défend dès qu'on peut. Et non, pour nous, c'est la voie et c'est le moyen de donner à l'école publique ce qu'il lui faut pour fonctionner correctement, pour inclure tous les enfants, quelles que soient leurs différences. Et voilà. Dès septembre. Oui, dès septembre. Et je vais prendre juste un moment ma casquette de conseillère régionale. Bah oui, je prends le micro. Je prends un peu ma casquette de conseillère régionale pour dire quand même que sur cette région, la présidente de la région qui est de droite, voire macroniste maintenant, parce qu'elle ça y est, elle a fait son coming out, nous dit quand même que la carte scolaire, c'est-à-dire la carte des formations, pour elle, clairement, c'est public plus privé. Ce qui veut dire qu'une formation qui existe actuellement dans un lycée privé dans la région, il n'y aura pas d'ouverture de classe dans cette formation dans un lycée public, puisqu'il existe déjà pour elle. Alors, c'est mal barré. Désolée, pour l'an prochain, c'est pas... Mais ça concerne y compris des spécialités ou des options pour le baccalauréat. Si vous voulez faire certaines options dans la région des Pays de la Loire, vous devez aller dans un lycée privé. Ou dans une autre région. Ma fille, elle est dans la région centre. Parce qu'il n'y a pas la forme. Ma fille est dans la région centre. Et ça, son bac pro n'existe pas en lycée public en région Pays de la Loire. Donc elle est à Tours. Simon, peut-être pour une conclusion. Non, j'aurais pas cette prétention. Non, je voulais juste détailler un petit point, parce que le sujet de la dématérialisation et de la numérisation a été pas mal abordé. Et il se trouve que récemment, j'avais eu à travailler sur le sujet. Et quand j'ai dit qu'il y avait différents moyens d'attaquer le service public, effectivement, j'ai oublié la dématérialisation, qui en est un, et qui en fait crée un nouveau marché pour le privé. C'est assez intéressant de regarder ça. Mathias a cité les cartes grises, effectivement, où en fait, tapez carte grise, en fait, vous avez un prestataire qui vous dit tout ça est très compliqué, passez par moi, vous me payez une somme qui peut paraître raisonnable au départ, mais payez et ça ira plus vite. On a le sujet effectivement pour les étrangers, pour les régularisations avec des... Bon, là, on était carrément sur des
avocats véreux qui proposaient en fait des services à des tarifs relativement élevés et qui arrivaient à faire passer les dossiers, c'était ce qui était peut-être encore plus choquant. Et on a Parcoursup où en fait aujourd'hui on a des boîtes qui facturent en fait la constitution d'un bon dossier Parcoursup parce que c'est tellement compliqué, c'est tellement codé que on vous propose de payer pour maximiser vos chances d'accès à telle ou telle formation. Donc en fait on a créé un nouveau marché d'intermédiation. Et puis on a pire, parce que j'ai continué à gratter un petit peu le sujet, on a dans le domaine de tout ce qui est aide sociale. En France, on a du non-recours. On a effectivement les plus pauvres, en fait, contrairement à ce qu'on dit, ne touchent pas les aides auxquelles ils ont droit. Alors plutôt que de faire des algorithmes comme à la CNAF, par exemple, où on va essayer de récupérer des prétendus indus sur le dos des plus pauvres, on pourrait d'ailleurs faire des algorithmes, c'est pas très compliqué, qui pourraient essayer de cibler les gens qui sont susceptibles de subir le non-recours. Non, on ne fait pas ça. En revanche, il y a des acteurs privés qui ont identifié un marché. Et donc, si vous payez, il faut voir ce que c'est de payer quand on est au RSA, quand on touche 500 € par mois. Si vous payez, eh bien, ils vont eux, identifier les aides auxquelles vous auriez droit et que vous ne touchez pas, pour que vous les touchiez. C'est des aides auxquelles vous avez droit, et vous les avez financées à un moment ou à un autre. Eh bien, non seulement vous les avez financées, vous payez une fois, mais vous allez payer 2 fois un acteur privé qui, lui, va se faire de l'argent. Et alors le dernier, j'ai fini avec mes exemples, le dernier que j'ai trouvé, c'est une boîte grenobloise qui a vu dans la précarité étudiante effectivement un marché tout à fait porteur. Et donc eux, ils ne vont pas payer forfaitairement, ils vous disent venez chez moi, toi l'étudiant qui est précaire et qui ne touche pas toutes les aides auxquelles tu pourrais avoir droit, et moi je te prendrai un pourcentage sur ce que je vais te faire gagner. Encore une fois, c'est des aides auxquelles ils ont droit. Donc voilà comment effectivement on arrive à créer finalement un nouveau marché. Et je trouve quand même que on a beaucoup parlé de numérisation. Voilà, non seulement ça dégrade l'accès, mais en plus cette dégradation de l'accès en fait crée un marché pour des acteurs privés. Et la justice, c'est prudent, ça existe maintenant. Tu passes par un privé pour pouvoir saisir une justice qui normalement est gratuite. Merci à vous 4, Stéphane Blaise, Sabine Lalande, Simon Arambourou pour cette soirée. Merci à vous. Je vous rappelle 2 choses. La proposition de loi qu'on a fait adopter, interpellez vos sénateurs pour qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour pour que vous puissiez faire des démarches administratives avec des accueils physiques ou par courrier dans les services publics et que vous ne soyez pas obligé de le faire de façon dématérialisée. Et par ailleurs, comme l'État, le gouvernement ne fait pas son travail sérieusement, y compris dans le non-recours et l'accès aux droits, qui pourrait être une tâche avec des agents publics qui aillent à la rencontre des gens qui ont besoin. Nous avons lancé nous-mêmes une campagne de vérification d'inscription sur les listes électorales. Si vous voulez le faire, il y a tout ce qu'il faut derrière sur la table pour le vérifier et pour y remédier si ce n'est pas le cas. Ça devrait être une mission de service public. On a demandé aussi à Gérald Darmanin d'engager une campagne de vérification, d'inscription, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas inscrits ou mal inscrits et qui ne peuvent pas faire valoir leur droit de vote. Là aussi, c'est une défaillance du service public qui est organisée et contre laquelle on propose de lutter et de s'organiser pour que ce ne soit pas le cas. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont organisé, particulièrement à Thomas Lefebvre, qui est le dongeois qui travaille avec moi. Merci à vous.